et elle vient de Lyon. Elle n'est pas encore là. Donc on vous attend à la plénière en descendant les escaliers. Après, il faut le dire à l'extérieur. Ouais. Moi, je pensais que dans le hall. Non. Alors après, on peut essayer de faire un autre truc. On va à la pause, on regardera. Je te mettrai une sonore portative. Ah oui, là-haut. Et puis tu pourras, ce qui ira 5 minutes avant. J'allais dire, si quelqu'un a les baskets, remonter les escaliers puis dire à tout le monde. Parce qu'en fait, ils ne nous entendent pas au-dessus. Bon, tout va bien? Ouais. Ah, ben c'est parfait alors. T'as gratté 6 minutes. Il faut dire à tout le monde que c'est ici parce que le haut-parleur ne marche pas. Tu retournes? Tu retournes, tu dis que la plénière a repris. Il n'y a pas de souci. Là, c'est pour avancer. Non, ça, c'est pour avancer. Et ça, c'est pour le reculer. Et ça, c'est pour la lumière. Bonjour à tous. Je suis Céline Durand, je suis diététicienne, je suis spécialisée en comportement alimentaire et troubles alimentaires. J'exerce dans la région de Lyon. Navré pour mon retard, il y a une expression dans la région qui dit que c'est le petit quart d'heure viennois ou le petit quart d'heure lyonnais. Voilà, je vous en fais profiter. Aujourd'hui, je vais vous parler des traitements médicamenteux de l'obésité. On entend, on lit, on voit beaucoup de choses. C'est une présentation grand public. Je ne suis pas médecin. Néanmoins, j'ai beaucoup creusé, beaucoup lu sur cette question. Et j'accompagne aussi un certain nombre de patients qui bénéficient de ces traitements. Alors, je vous ai mis pour commencer quelques-unes de magazines, de sites internet que l'on peut voir à ce sujet-là. On voit beaucoup de choses sur les réseaux, sur le détournement réel ou supposé de ces traitements, sur des mésusages. On parle beaucoup, certains parlent beaucoup de miracles, de perte de poids rapide, magique. Il y a tout un registre de vocabulaire assez sensationnel qui est utilisé pour parler de ces traitements. Il y a aussi beaucoup de fantasmes sur les effets indésirables, graves, dangereux, etc. Alors, ces traitements médicamenteux, à l'heure actuelle, en France, il y en a 3 qui sont commercialisés, le Saxenda, le Mounjaro et le Wegovy. Sont des médicaments qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché pour les soins de la maladie obésité. Et ils peuvent être prescrits en seconde intention après échec d'une prise en charge nutritionnelle et en activité physique bien conduite de plus de 6 mois, c'est les mêmes conditions que pour la chirurgie bariatrique, et chez des patients en situation d'obésité avec un IMC de plus de 35 et qui auraient moins de 65 ans.
Donc il y a un cadre pour l'utilisation de ces médicaments, contrairement à ce qu'on peut lire parfois sur Internet, ou ce qu'on peut voir sur les réseaux, un usage par certains influenceurs. En France, il y a un cadre. La prescription est aussi, elle, encadrée et peut être réalisée uniquement par des médecins spécialisés en endocrinologie avec des formations en nutrition et ou exerçant dans certains centres spécialisés également. Finalement, ces traitements ajoutent une nouvelle option thérapeutique dans les soins de l'obésité. Jusqu'ici, il y avait les soins nutritionnels, activité physique, psycho, la chirurgie bariatrique, et finalement, ces traitements amènent un peu une voie intermédiaire, une voie complémentaire dans les soins de l'obésité. On les appelle les analogues du GLP-1. Alors, c'est un terme un peu barbare quand on n'est pas issu du monde médical. Le GLP-1, c'est une hormone digestive qu'on produit tous et finalement qui a été copiée pour en apporter une quantité supérieure à ce que notre corps produit. J'ai essayé d'expliquer ça le plus simplement possible. Et ce fameux GLP-1, il agit majoritairement sur 3 cibles, 3 organes. Sur le cerveau, au niveau de l'hypothalamus, où il va réduire l'appétit et augmenter la satiété et agir aussi sur le circuit du plaisir et de la récompense. Il agit aussi sur l'intestin, où il va ralentir la motricité, notamment de l'estomac, ce qui va entraîner un temps où la nourriture va rester plus longtemps dans l'estomac avant d'être expulsée vers l'intestin, ce qui va jouer sur le mécanisme de rassasiement et de satiété. Et puis, il joue sur le pancréas aussi pour augmenter la sécrétion d'insuline. Et donc, finalement, si je résume ces effets un peu schématiquement, les personnes qui prennent ces traitements ont moins faim, sont plus rapidement rassasiées et plus durablement. Ces traitements ont aussi un impact sur le comportement alimentaire, c'est-à-dire la relation à la nourriture, où par l'action au niveau cérébral sur le circuit de la récompense, finalement, les personnes qui les prennent ont moins d'attirance pour les aliments gras, sucrés et ou salés. On observe aussi une diminution de l'alimentation émotionnelle, une diminution aussi des préoccupations alimentaires, des personnes qui, souvent, quand on souffre d'obésité, on a suivi plein de programmes alimentaires ou de régimes, et souvent, on est très préoccupé par la nourriture, j'ai droit à ci, j'ai pas droit à ça. Et ça, on observe qu'avec ces traitements, finalement, cette charge mentale s'apaise. Et du coup, tout cela permet un meilleur contrôle global de l'alimentation et, in fine, permet une perte substantielle de poids. Ça, c'est un petit schéma, je ne sais pas si j'ai un pointeur, qui permet de voir que finalement, on fait une injection au niveau de la cuisse, du ventre, ça peut être des bras aussi, qui va stimuler la sécrétion d'insuline par le pancréas quand la glycémie augmente suite à la prise alimentaire. Il y a un ralentissement de la digestion au niveau de l'estomac, ce qui permet la satiété. Il y a une petite action aussi sur la régulation du sucre et sur l'hypothalamus qui va gérer l'appétit et le rassasiement. C'est très schématique et c'est très simplifié. Ces médicaments ont un effet donc sur différents organes. On a vu sur la glycémie, bien sûr sur l'estomac et l'intestin. Sur le circuit de la récompense, on en a parlé, mais ils ont aussi un effet démontré de protection au niveau cardiovasculaire. Il y a d'autres effets qui sont aussi en cours d'étude. Ils auraient un effet aussi bénéfique sur l'apnée du sommeil, sur la stéatose hépatique. Il y a différents effets. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes quand ils sont sortis. Certains patients me parlaient de ça va être un peu comme le Mediator et finalement, dans quelques années, on nous dira qu'on a joué les cobayes, etc. Finalement, ces traitements, en tout cas les molécules, sont connues depuis assez longtemps, puisque finalement, c'est les mêmes molécules qu'on trouvait dans le Byetta ou le Victoza, qui étaient des traitements, qui sont d'ailleurs toujours des traitements du diabète de type 2. Donc, a priori,
la sécurité, les effets secondaires sont plutôt reconnus et rassurants. Et ces médicaments, pareil par rapport à tout ce qu'on entend sur leur détournement, en France, ils ont une autorisation de mise sur le marché pour l'indication obésité, ce qui n'était pas du tout le cas du Mediator. Comme ils agissent sur la sphère digestive en ralentissant la motricité intestinale, du coup, il y a des effets secondaires qui sont un peu désagréables, souvent transitoires, qui peuvent être nausées, vomissements, diarrhée ou constipation. Statistiquement, dans les études, ces effets sont démontrés comme non graves, transitoires et arrivent majoritairement dans la phase de montée en dose. On va voir ça ensuite. Et donc, ils sont tolérés de façon diverse selon les personnes, mais la plupart du temps, finalement, ils ont lieu le jour de l'injection ou le lendemain, et les personnes arrivent à traverser cet inconfort. Donc pour les 3 traitements, quels qu'ils soient, ça se présente sous forme d'un stylo auto-injectable avec différentes zones où on peut se faire soi-même les injections. Là, je vous ai donné juste un exemple, mais globalement, c'est plusieurs stylos avec un schéma de montée en dose qui peut être différent selon les produits. Les pertes de poids moyennes attendues, c'est aussi important de savoir, comme pour tout traitement, quels peuvent être les effets. Globalement, le Saxenda, qui était le premier mis sur le marché, la perte de poids attendue peut être de 9%, le Wegovy plutôt de 15% et le Mounjaro de 21%. Alors, un des gros sujets de débat, c'est finalement, est-ce qu'on prend ces traitements sur un certain temps pour perdre un pourcentage de poids? Qu'est-ce qui se passe si jamais on les arrête? Est-ce qu'il faut les prendre à vie? Comment on gère ça? C'est le moment un petit peu pénible. Scientifiquement, il est démontré que si on arrête les traitements, à 1 an, on reprend 70% du poids qui a été perdu. Je vais vous expliquer pourquoi. En revanche, il n'y a pas d'effet rebond, comme ce qu'on peut voir quand les personnes font des restrictions alimentaires. Toutes les personnes qui ont fait un régime connaissent bien ce yo-yo ascendant, ce qu'on ne voit pas après l'arrêt des traitements. Mais finalement, si quelqu'un qui est diabétique ou hypertendu arrête son traitement, est-ce que finalement son diabète est résolu, son hypertension aussi? Probablement pas. On sait aujourd'hui que l'obésité est une maladie chronique avec des effets multi-organes. Et donc finalement, le traitement, il permet d'apporter un soin, d'améliorer différents paramètres métaboliques, le poids et d'autres paramètres dont on a parlé, mais il ne permet pas de guérir la maladie. Et donc, les symptômes réapparaissent quand on arrête le traitement, comme pour le diabète, la tension ou toute maladie chronique. Ces traitements, finalement, là aussi, comme pour toute maladie chronique, nécessitent un accompagnement pour gérer les symptômes digestifs, pour améliorer sa relation avec la nourriture, pour éviter les carences et préserver la masse musculaire. Comme ils ont un effet freinateur de l'appétit, on va manger moins. Et donc l'idée, c'est aussi d'avoir une qualité nutritionnelle suffisante pour perdre du poids sainement. Finalement, on se retrouve un petit peu dans les mêmes mécanismes que pour la chirurgie bariatrique, où l'idéal, c'est de prendre ces traitements avec un accompagnement. Et puis, les stratégies mises en place pendant la prise du traitement, si on arrive à les pérenniser, elles permettront aussi certainement de maintenir un pourcentage plus important de perte de poids durablement. Ça peut avoir vraiment un effet de facilitateur de changement d'habitude. Et après, maintenir des habitudes est globalement, généralement, plus facile quand elles ont été mises en place plutôt que de créer de nouvelles habitudes. Et donc, on pourrait imaginer, et d'ailleurs, c'est, je pense, ce vers quoi on va se diriger, un parcours de soins pluriprofessionnel, comme ce qu'on peut voir dans les équipes des CSO, autour de la chirurgie bariatrique ou sans chirurgie bariatrique, mais finalement avec un médecin endocrinologue ou nutritionniste prescripteur, un relais par le médecin généraliste, un suivi alimentaire, un suivi psy, un suivi APA, qui permet vraiment une collaboration, un étayage et un entourage du patient. Le coût, c'est aussi un point
actuellement en tension. C'est des traitements qui sont très chers, qui pour l'instant ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Là, je vous ai mis le prix moyen, sachant que les pharmacies ont aussi la liberté de fixer leurs tarifs. D'ici quelques mois, l'assurance maladie devrait se positionner sur les conditions d'accès et de remboursement. Pour l'instant, c'est un peu flou et pour l'instant, le traitement est à la charge des patients. Et donc, en conclusion, ces traitements sont une option thérapeutique intéressante. C'est une nouvelle voie dans les soins de la maladie obésité. Ça permet de perdre un pourcentage de poids qui permet l'amélioration de différents paramètres qui sont dérégulés par l'obésité et des améliorations aussi dans la gestion de son comportement alimentaire. Et les limites, c'est le coût et la durée du traitement pour maintenir ses effets. Ça a été effectivement très rapide. Merci. Ça interroge beaucoup, parce que c'est effectivement, il y a eu une masse de communication qui peuvent aussi porter à confusion sur l'utilisation des traitements médicamenteux. On a pu le voir avec les influenceurs. En ce moment, on peut voir chez nos stars américaines la maigreur plus qu'on peut constater. C'est un outil, tout comme la chirurgie de l'obésité, qui n'est pas une fin en soi, qui n'est pas un effet miracle, et que derrière, il y a une nécessité déjà en amont d'une prise en charge pluriprofessionnelle, et puis après, une mise en situation et aussi une adaptation de son hygiène de vie. Céline, toi qui accompagnes de par ta profession de casquette de diététicienne, comment ça se passe quand on se pose la question est-ce que je bascule plutôt sur le traitement médicamenteux, mais effectivement ça a un coût? Est-ce que c'est plutôt mieux la chirurgie de l'obésité? Aujourd'hui, la population, elle pose quoi comme question? Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Certaines personnes et de leur cheminement, de leur réflexion, de leur peur éventuellement. Certaines personnes ne souhaitent pas, par exemple, avoir une chirurgie, sont inquiètes des effets, et donc les traitements peuvent être une très bonne alternative. Certaines personnes sont aussi gênées par l'idée de s'injecter un produit, peuvent avoir des peurs. Donc le fait d'expliquer aussi ce que contient ce médicament et quels sont les effets, des fois ça permet aussi d'apaiser ces peurs. Des fois on va se diriger plutôt vers des stratégies nutrition, activité physique. Donc en fait c'est une offre de soins complémentaire, et c'est chaque praticien avec la personne qui l'accompagne, son vécu, son parcours, ses projections, qui vont ensemble décider et construire le parcours de soins et la stratégie thérapeutique qui sera le plus adaptée à la personne, sachant que, encore une fois, l'obésité étant une maladie chronique, tout au long de son parcours de vie avec cette maladie, les choix que l'on fait à l'instant T seront plus forcément les mêmes dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et plus il y aura d'options thérapeutiques, plus ça permettra aussi d'offrir des offres de soins tout au long du parcours de vie de la personne. Est-ce que dans la salle, il y a des questions que vous aimeriez effectivement poser à Céline, ou bien peut-être des témoignages aussi de personnes qui bénéficient de ces traitements à l'heure actuelle? On ne mord pas et on ne mange pas, tout va bien. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, quelque chose m'interroge, c'est qu'aujourd'hui, vers qui se tourner quand on se pose ces questions de parcours, différents parcours d'obésité? On a pu voir avec Jérôme Combe, centre spécialisé d'obésité. Souvent, on a une méconnaissance des informations de par le milieu médical. Comment aujourd'hui on peut véhiculer l'information et être à l'écoute surtout du patient et de ses questionnements? Je pense que les structures qui seront le plus à même d'accompagner et d'offrir un étayage aussi multimodal et pluriprofessionnel autour de ces questions, c'est certainement les CSO ou les services endocrino, diabéto, nutrition, obésité. S'il n'y en a pas proche du lieu de vie de la personne, les endocrinologues sont aussi des interlocuteurs pour ces sujets-là. Avec un accompagnement qui, chez un endocrinologue libéral, sera certainement moins pluridisciplinaire. Sauf s'il a une équipe de soins autour de lui avec des professionnels relais. Mais c'est vrai, ces parcours, on les trouve plus dans les structures hospitalières. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Juste...
On va peut-être juste reposer la question comme on est en streaming, si tu es OK. Voilà, on va te passer le micro, ce sera plus simple. Merci. Oui, comment en tant que diététicien on fait pour travailler sur les sensations alimentaires quand les gens sont sous traitement? Parce qu'on sait que les sensations sont bien faussées quand même. Elles ne sont pas faussées, elles sont peut-être plus fines et plus exacerbées. Donc je dirais qu'au contraire, ça permet un joli travail sur les sensations alimentaires, sur la faim, le rassasiement qui est bien plus précoce, sur le plaisir aussi. Les personnes perçoivent le plaisir, mais aussi la faim du plaisir bien plus finement que sans traitement. Les envies, on peut aussi travailler sur certaines prises alimentaires, des fois deviennent des habitudes, des rituels, des automatismes. Et les traitements permettent un apaisement de ces choses-là. Donc ça a un effet un petit peu déprogrammation de certains comportements qui pouvaient être ritualisés. Donc ça permet aussi un vrai travail comportemental. Ouais, après, on a quand même le sentiment que quand le traitement s'arrête, que toutes les sensations sont de nouveau faussées, décuplées. Et... En fait, c'est une réalité. Comment dire, l'effet freinateur du traitement va s'arrêter à son arrêt, c'est logique. Néanmoins, ce qui a pu être travaillé pendant, si les stratégies comportementales mises en place et tout le travail observationnel des sensations peut être pérennisé après, avec des sensations qui du coup seront plus fortes, mais souvent, ce que la personne a pu expérimenter, vivre et éprouver pendant la phase de traitement peut, en partie, se maintenir après. En tout cas, dans l'écoute, dans les processus, on va dire, de conscience interoceptive de ce qui se passe en moi quand je mange, à différents temps, avant la prise alimentaire, pendant la prise alimentaire, après la prise alimentaire. Cet entraînement-là à la conscience de mes sensations pendant les repas, ça peut se maintenir après le traitement, même si les sensations seront différentes. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est beau, la jeunesse, la souplesse, tout ça. Oui, c'était juste pour prolonger la question. Je suis médecin endocrino et donc je prescris du Mounjaro et je vois des patients sous Mounjaro et qui bénéficient de traitement par Mounjaro, et je suis assez surpris du fait que finalement, pour répondre à éclairer votre lanterne, les patients retrouvent leurs signaux de régulation. Alors, on sait que l'obésité en elle-même fait partie des éléments qui font que les personnes perdent leur signaux de régulation, mais on connaît la restriction cognitive et les autres problématiques. Je ne vais pas détailler, mais en tout cas, je suis surpris de voir que les patients finalement retrouvent leurs signaux de régulation, et donc après on peut mieux travailler à les utiliser. Et curieusement aussi arrivent à mieux réguler leur impulsivité alimentaire, à la fois en lien avec la restriction cognitive, mais en lien avec leur problématique émotionnelle. Et donc ça montre aussi toute l'emprise et la charge émotionnelle que va avoir l'obésité dans la vie d'une personne, quoi. Parce que dès qu'elle perd du poids, émotionnellement, elle lâche beaucoup de choses, quoi. Donc voilà. Alors après, je peux poursuivre un propos en tant que prescripteur. Bien sûr. Parce que je m'interroge sur je réfléchis un petit peu plus loin. On va se dire, le Mounjaro, il est remboursé. Dans ma pratique, alors le Mounjaro, il est commercialisé depuis pas longtemps. Je me disais, vu le Mounjaro, je parle en général, hein, je me disais, vu le prix des molécules, dans le cadre d'une activité de ville libérale, hein, je suis niveau 2, là je me mets dans ma position niveau 2, je me disais, je ne verrai pas grand monde. J'ai une demande énorme. Je ne suis pas à Besançon, je suis en milieu rural, je suis en Haute-Saône. J'ai une demande énorme de personnes qui demandent des traitements. Ces gens, je suis complètement à 200% d'accord avec tout ce que vous avez dit sur l'accompagnement. Pour autant, les gens viennent et un accompagnement pendant 6 mois, juste, c'est pas possible. Voilà, on connaît le nombre de soignants sur le terrain. Donc, c'est des gens qui sont en échec de 10 ans, d'années de suivi, et donc ils veulent un traitement. Donc, je prescris le traitement. Je fais mon mea culpa sans accompagnement. Je revois les gens sans accompagnement parce que je ne peux pas les accompagner, et ils perdent du poids et tout va bien.
Et donc, avec des gens qui savent ce qu'il faut faire, hein, ils ont été accompagnés pendant des années et des années. Et ma réflexion, hein, mais je me tire une balle dans le pied, si je puis dire, mais je me dis, est-ce que quand ces molécules seront remboursées, finalement, est-ce qu'il faudra accompagner ces gens? Et finalement, est-ce que finalement, il y aura des personnes à qui on donnera ces traitements et puis ça se passera bien? Et est-ce que notre job, ça sera d'accompagner les personnes chez qui pourront pas bénéficier de ces traitements-là, ou qui seront en échec ou en échappement, ou qui répondront pas à ces traitements-là? Il y a quand même une question un peu, si on réfléchit un petit peu plus loin, parce que sur le terrain, on pourra pas répondre à suivre tous les patients qui seront sous ces molécules-là. Oui, Donc, je réfléchis tout haut, mais voilà, je lance un peu la discussion dans la salle parce que en pratique, je vois pas trop. Oui, je pense que ça fait partie. Oui, je pense que ça fait partie des points vraiment en suspens. Après, je pense qu'il y a, comme pour tout traitement, ce qu'on appelle des bons répondeurs, des moins bons répondeurs. Donc peut-être que les moins bons répondeurs pourraient bénéficier d'accompagnement plus renforcé que les bons répondeurs. Ça repose la question du phénotypage que l'on voit dans les problématiques d'obésité et quels que soient les soins proposés. Et effectivement, probablement que certaines personnes pourront tout à fait s'auto-gérer avec le traitement, moyennant des conseils, peut-être des choses qui pourraient s'imaginer comme des vidéos pédagogiques en ligne, j'en sais rien. Oui, voilà, peut-être que la UETP pourra accompagner. Voilà, c'est ça. Moi, je me dis, finalement, à quoi je sers? Parce que dans le cadre d'accompagnement d'une personne, on sait qu'une perte de poids de 10 à 15%, c'est un très bon résultat dans une maladie qui est une maladie chronique. Et finalement, là, depuis quelques mois, je prescris des molécules sans accompagnement. Et les gens, ils ont une perte de poids de 15 à 20% et tout va bien pour eux, quoi. Donc, je me dis que ces gens-là, ils n'ont pas besoin de moi, quoi. Il y a d'autres personnes qui ont peut-être besoin de moi parce qu'elles ont des problématiques plus personnelles. Et là, j'ai un intérêt, mais voilà, c'est vraiment une réflexion de soignant, quoi. Et après, outre la perte de poids, là où il faut, je pense aussi avoir une surveillance, c'est sur la perte éventuelle de masse musculaire. Et là aussi où il faut perdre de la masse musculaire. Oui, un certain pourcentage, mais faire en sorte qu'il n'y ait pas une fonte musculaire majeure, comme parfois on peut observer aussi dans la chirurgie bariatrique, s'il n'y a pas aussi un soutien nutritionnel. Donc, je pense qu'il n'y aura pas une stratégie pour tous les patients qui bénéficient des traitements, mais probablement aussi selon le profil, selon l'âge. Certaines études commencent à parler de faire justement des mesures ou des tests de masse musculaire avant la prescription pour évaluer déjà ce niveau-là avant. On va aussi probablement affiner les choses, le parcours idéal avec des guillemets au fur et à mesure des années et du recul que l'on aura. Mais en tout cas, ça pose beaucoup de questions. Certaines publications commencent aussi à suggérer peut-être l'intérêt de prescrire des polyvitamines, comme on peut le voir en post-chirurgie bariatrique. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation, mais c'est aussi une suggestion. Donc certainement, là aussi, les publications, les études nous guideront dans les années à venir sur la stratégie optimale d'accompagnement. Bonjour. Alors c'était plutôt pour apporter un élément de réponse au questionnement de Jérôme et de Dr Combe, pardon. Mais effectivement, c'est plus des réflexions globales et je vais prendre. C'est plutôt général ce que je vais répondre, mais par rapport à la question que vous posez sur l'accompagnement qu'il faut avoir de ces patients, ça aussi se réfléchir au niveau des filières et du parcours, comme vous venez de le dire. Aujourd'hui, on voit bien que le parcours chirurgie bariatrique avec l'aval l'amont et l'aval est un petit peu plus connu. On va aussi y aller, hein, je pense ensemble, vous les acteurs. Pour travailler quand même étroitement avec, alors je suis Mini Guillemin de l'ARS, pardon, je ne l'ai pas dit, et pour travailler étroitement avec les acteurs, les ressources qu'on a dans la région, on voit bien que les SMR de la région vont aussi aller dans cette direction de proposer des parcours, notamment pour ces patients. Le PCR obésité qui était présenté sur l'intervention précédente va aussi venir être une ressource supplémentaire pour ne pas laisser ces patients juste avec leur prescription, comme vous le dites. Alors, ils n'auront pas tous besoin du même niveau d'accompagnement, ça on en a bien conscience, mais petit à petit, je pense que les choses vont se structurer et ça va évoluer. C'est un des éléments de réponse, mais... Tout à fait, je partage tout à fait. Il y a une question au fond de la salle. C'est une question, c'est plus pour apporter ma réflexion. Merci Céline. Je pense qu'il ne faut pas reproduire l'erreur de la bariatrique.
les patients, ils viennent à ta consultation, Jérôme, avec la volonté d'avoir une solution. Ils n'ont pas débuté un parcours de prise en charge de l'obésité. Il faut débuter un parcours de prise en charge de l'obésité, avoir une approche pluridisciplinaire, le profiler et ensuite déterminer l'alternative thérapeutique la plus adaptée. Et là, on prescrit ou pas les traitements médicamenteux. Là, on propose ou pas une chirurgie en fonction de ce que souhaite le patient et on l'accompagne parce que l'obésité, c'est une maladie chronique. Ceux à qui on prescrit le médicament aujourd'hui, on les revoit dans 2 ans comme une sleeve qui a mal été accompagnée avec une reprise de poids parce que c'est une maladie chronique. Ceux qui ne reprennent pas de poids, c'est ceux qu'on n'avait pas besoin. Ceux qui ne reprennent pas de poids, quand on arrête le traitement, c'est ceux qui finalement avaient un mode de vie qui était peut-être à corriger en amont. Donc corrigeons le mode de vie, corrigeons les comportements alimentaires, travaillons avec le patient et au bout de 6 mois, comme on le fait en chirurgie ou 1 an, on staffe le patient, on fait une RCP et là on décide ou pas de la chirurgie ou du traitement médicamenteux. On fait une entente préalable avec la sécurité sociale pour éventuellement voir si ça passe. Et là, au moins, on a une démarche construite et qui nous permet d'inscrire le patient dans un suivi sur le long terme. Surtout pas reproduire ce qui s'est passé pendant quelques années avec la bariatrique. Il y a une vingtaine d'années au début des anneaux gastriques où, effectivement... Oui, je suis assez d'accord. Je pense que c'est amené à se structurer au fil des mois. Mais idéalement, je suis assez d'accord avec la séquence thérapeutique que tu proposes. On a encore pas mal de questions. Oui. Moi, c'était un court témoignage que je voulais vous donner. J'ai commencé à suivre un parcours bariatrique l'été dernier et j'ai pris un virage en me disant que non, je ne voulais pas aller jusque-là. Et c'est mon endocrino qui m'a proposé Mounjaro, que j'utilise. J'ai pris ma 5e injection. Et je retiens la notion de plaisir. Avant, je me disais, qu'est-ce que je vais faire à manger tout court. Maintenant, je me dis, qu'est-ce que je vais faire à manger de bon. Ensuite, ce partage. Comme quoi, c'est des outils et ce n'est pas une fin en soi. Et le fait que la préparation en amont est très importante, de prise de conscience que l'alimentation, c'est une partie et que derrière, il y a quand même une histoire de vie, il y a quand même effectivement un mode de vie à accompagner. La difficulté qu'on peut rencontrer, c'est encore dans le parcours des professionnels formés qui sont non jugeants, parce qu'effectivement, on ressent encore dans la prise de parole, dans l'accompagnement pour certains professionnels de la méconnaissance sur la prise en charge de l'obésité qui n'est pas encore vraiment reconnue comme une maladie chronique dans notre société et dans le milieu médical, mais ça avance. Moi, je trouve que si on est là, si on a fait des journées régionales de l'obésité, c'est qu'il y a des choses qui se mettent en place. On a quand même le soutien des ARS pour essayer de nous accompagner pour que ce soit bien ficelé. En tout cas, merci. Et ça, moi, ça m'interpelle parce que je me pose une question. On parle de chirurgie bariatrique, on parle de ces traitements médicamenteux qui sont des outils, des petits plus. Et ça tombe bien parce que ça va faire la relance avec le docteur Leclerc, qui est chirurgien de la Polyclinique de Franche-Comté et qui va aborder avec nous la chirurgie de l'obésité, réintervention, mais pour qui, pourquoi? Et se pose la question, est-ce que pourquoi pas avant un traitement médicamenteux pour aborder peut-être quand il y a une reprise de poids post-chirurgie de l'obésité pourrait être essentiel, se pose la question. Merci, docteur Leclerc, en tout cas, de venir nous parler de la chirurgie de l'obésité. Et eh bien, on va se poser ces questions avec vous. Voilà. Merci en tout cas de l'invitation. Donc simplement, le but effectivement de la philosophie, c'était les réinterventions et c'était un peu ce que tu posais, c'était se focaliser sur ces réinterventions pour raisons médicales ou échecs, etc. C'est ce qu'on verra, mais je voulais d'emblée exclure tout ce qui était les réinterventions parce qu'il y avait une complication, par exemple sur un anneau, les ruptures de cathéter, un anneau qui s'est retourné, une dilatation au-dessus de l'anneau. Ça, c'était pour les anneaux. Dans les sleeves, le patient qu'on va réopérer pour une complication chirurgicale parce que ça a saigné ou parce qu'il y a une fistule. Je ne vais pas parler de ça, de réintervention. Pareil, les occlusions après bypass, vous avez tous entendu, on en parlera
peut-être un peu après, mais vous savez que dans les sleeves, on a beaucoup de complications, enfin beaucoup, on a des complications à type de fistule. Dans les anneaux, on a dans les anneaux, on a des réinterventions parce que les gens font des hernies internes et il y a plus de 5% des patients qui ont eu un bypass qui vont 2, 3, 4 ans après faire une occlusion interne sur une brèche qu'on a créée artificiellement à l'intérieur. Donc toutes ces réinterventions, ça ne sera pas la question du jour. Nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est toutes les autres réinterventions, celles sur lesquelles on va devoir discuter justement de cette stratégie. Est-ce qu'il faut réopérer le patient, pas réopérer? Est-ce qu'il faut repartir sur un suivi au long cours? Parce qu'il y a des réinterventions sur lesquelles on n'aura pas de suivi obligatoire. Est-ce qu'il faudra les associer à des traitements médicamenteux, à d'autres techniques? Il faut quand même savoir qu'actuellement, on a de plus en plus de patients quand même qui sont réopérés. Et de la chirurgie de deuxième intervention, c'est quasiment 14% de la chirurgie bariatrique actuellement. Donc on a on a eu à un moment des conversions d'anneaux en sleeve ou en bypass. Ça c'était, on va dire, ça se fait encore beaucoup. Et maintenant on commence à avoir beaucoup de révisions de sleeve en bypass, mais on commence à avoir, comme on a fait beaucoup de bypass en autre chose, etc. Parce qu'on a été un peu chronologique. Et voilà. Et donc notre souci, c'est que beaucoup de patients vont malheureusement dans leur parcours d'obésité, qui est chronique, vont avoir des traitements médicaux, 1, 2, 3 chirurgies, et des patients qui ont eu 3 chirurgies, il y en a beaucoup. Et voilà. Donc on a des réinterventions, grosso si on les classe, pour des raisons médicales ou chirurgicales, des réinterventions pour résultats insuffisants et des réinterventions pour reprise pondérale. Et parfois, ça se mélange, volontairement, pas volontairement. Voilà. C'est ce qu'on va un peu essayer de détailler après. Donc, en parlant de réintervention pour raison médicale ou chirurgicale après sleeve, donc ça, c'est des patients qui nous intéressent, bien évidemment, parce que c'est le plus fréquent, mais qui ne posent pas beaucoup de questions. Le reflux gastro-œsophagien, la dysphagie, le blocage alimentaire, un patient qui a une sténose gastrique, c'est-à-dire que la sleeve qu'on lui a faite s'est resserrée. Donc ça, on va en parler un petit peu, mais c'est relativement simple. Simplement, quelques reprécisions. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler le reflux? Parce que ça, malheureusement, les sleeves nous donnent beaucoup de complications à type de reflux. Est-ce qu'on va réopérer parce qu'il y a un reflux clinique? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un reflux? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une œsophagite, c'est-à-dire une inflammation du bas de l'œsophage à cause de ce reflux permanent? Est-ce que quand on fait un TOGD, vous savez l'examen où on fait boire un produit, on penche le malade à l'envers et on voit le liquide qui remonte vers le haut, ça sera un reflux? Est-ce qu'on a besoin d'une pH-métrie? Donc tout ça, il y a de la pratique, il y a aussi des recommandations. La HAS qui nous a fait les recommandations et elle a fait une 150 recommandations. Et par exemple, la recommandation 136, on fait par exemple une pH-métrie. Si quelqu'un se plaint de reflux, on n'a pas besoin de faire une pH-métrie systématique si jamais c'est confirmé à l'endoscopie. Mais si par contre l'endoscopie ne le fait pas, on fait une fibroscopie normale. On peut faire également des manométries haute résolution. Pareil, tout ça c'est recommandé, mais ce n'est pas trop un problème pour nous puisque justement c'est codifié et on ne se pose quasiment pas de questions. Donc ça c'est le type d'intervention juste rapide. C'est les conversions de sleeve gastrique en bypass en Y pour les reflux. Donc simplement, on le fera si c'est documenté. Documenté, c'est la fibroscopie, donc gastro-duodénale. On voit que le bas de l'œsophage est abîmé par le reflux. Si jamais c'est pas abîmé, si on ne voit pas d'œsophagite, à ce moment-là, c'est là où on fera la pH-métrie en sachant que c'est un examen, par exemple, qui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Et donc, on fait à ce moment-là une intervention de bypass en Y. Et le principe, j'en parlerai peut-être un peu du bypass après, c'est que là, si on est sur un simple problème de reflux, on n'a pas besoin de faire des anses très longues, c'est-à-dire que ce qu'on appelle, nous, l'anse alimentaire ici, elle a besoin d'avoir 70 cm, c'est suffisant pour ne pas avoir de reflux. Donc, ça ne sera pas le même bypass que celui qu'on a fait dans une chirurgie pour un malade qui a un problème d'obésité. Donc, on aura éventuellement moins de carences parce que cette opération... Voilà. Cette opération-là, c'est celle qu'on fait à des patients qui n'ont jamais eu de problème d'obésité. C'est-à-dire que quand on a un reflux clinique, on fait des interventions avec des valves anti-reflux et dans des cas sévères, on fait ce type d'intervention qui, dans ces cas-là, ne donne pas trop de carences. Alors après, les réinterventions pour raison médicale ou chirurgicale après bypass gastrique, ça existe aussi. Les sténoses anastomotiques, les ulcères, des carences nutritionnelles, des gens qui ont des dumping syndromes sévères. Donc, on a des patients
après un bypass gastrique, on a aussi des réopérations. On parle toujours de la réopération après sleeve, mais on a aussi des réopérations après les bypass gastriques. Donc, à ce moment-là, je ne voulais pas être trop technique, on peut soit refaire le bypass parce qu'il n'avait pas été bien fait ou on doit refaire la suture, soit on peut faire des réversions de bypass parce que le bypass, on peut revenir en arrière. C'est très dur techniquement puisqu'on a fait des très petites poches, mais on peut revenir en arrière pour un bypass si vraiment on a des raisons médicales ou chirurgicales importantes. Alors après, la première, donc c'est pour ces types de réintervention, pour nous, c'était relativement facile. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions, il y a un reflux, ça saigne, c'est serré, on n'a pas. Et dans ces réinterventions, on peut se poser la question de savoir est-ce que le patient a besoin d'un nouveau suivi ou pas. Et donc, c'est là où c'est nous qui allons décider. Est-ce que, par exemple, le patient qui a un reflux sur un bypass gastrique doit être, ou sur une sleeve, doit être discuté en RCP? C'est un peu limite. Est-ce qu'il doit reprendre un suivi nutritionnel? Oui, sûrement, parce qu'il n'y aura pas les mêmes carences. Mais on présente, nous, par exemple, en Franche-Comté, tous les patients qui ont une sleeve et qui ont un reflux sont discutés en RCP. Ne serait-ce qu'à titre informatif. Par contre, ils n'ont peut-être pas besoin de faire le parcours, mais on va se rendre compte, c'est ce que j'ai mis avant, c'est qu'on a beaucoup de patients qui ont des doubles problèmes. C'est-à-dire que souvent, le reflux sur la sleeve, il est corrélé à une reprise de poids. Et les deux sont souvent associés. Et donc, on a énormément de patients qui ont des reflux sur un patient qui reste en poids normal. Ce n'est pas souvent. C'est dans 90% des cas, le patient il a repris. Et donc, beaucoup de ces patients auront repris un suivi. Et donc, à ce moment-là, on n'est plus sur une question de récidive de reflux, mais on est presque sur une question de reprise de poids plus que de reflux. Alors, on peut avoir des réinterventions pour insuffisance de perte pondérale. Donc, parfois, on fait une intervention en 2 temps et elle était envisagée depuis le début. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui a un IMC trop élevé, le risque opératoire, il est énorme de la chirurgie. Et on va des fois le faire en 2 temps. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une sleeve dans un premier temps et on fait un bypass gastrique ou un switch duodénal ou une autre intervention de diversion bilio-pancréatique dans un deuxième temps. Et donc, on fait une première RCP pour valider cette stratégie en 2 temps. Et dans certains cas, on a été agréablement surpris, on n'a pas été obligé de faire le deuxième temps. Et dans certains cas, on est obligé de faire un deuxième temps. Et pour valider ce deuxième temps, ça c'est pareil, c'est les recommandations de l'HAS. Même si ça avait été décidé dès le départ de faire en 2 temps, il faut représenter le dossier pour valider la deuxième chirurgie bariatrique. Donc ça, c'est insuffisance de perte pondérale. Donc soit on le savait, et effectivement, un patient qui fait 200 kg, vous lui faites une sleeve, il va des fois se retrouver à 130, 140 kg, il reste en obésité. Mais par contre, juste pour donner un exemple, une sleeve en temps opératoire, ça dure à peu près une demi-heure quand on a un peu l'habitude. Un bypass, on est sur 1 heure. Notre but, c'est d'avoir une chirurgie qui soit plus facile et plus rapide, parce que si vous êtes une demi-heure sur une table d'opération, vous aurez moins de complications médicales, de phlébite, d'embolie et d'autres choses. Donc souvent, c'est pour ça qu'on fait ces chirurgies en 2 temps. On peut aussi avoir une insuffisance de perte pondérale, c'est-à-dire que le patient, il a eu sa chirurgie et on n'a pas perdu suffisamment, il reste en obésité et à ce moment-là, peut se discuter d'une réintervention. Alors, après, on aura donc les réinterventions pour reprise de poids. C'est là où ça va être difficile pour nous, c'est ce qu'on appelle plus ou moins un échec quand on a une reprise de poids, parce que la perte pondérale insuffisante, ça peut être considéré comme un échec, c'est ce qu'on verra aussi après, mais ce que nous, dans notre habitude, on va appeler l'échec, c'est quand ça n'a pas marché. Hein. Voilà. Et donc là, est-ce que ça n'a pas marché par rapport à la balance pure? Est-ce que ça n'a pas marché par rapport aux comorbidités? Le patient, il a perdu du poids, mais il reste diabétique. Est-ce qu'on appelle ça un bon résultat? Pas un bon résultat. C'est là aussi où l'appréciation d'un résultat, mais ça, c'est plus de la chirurgie pure, elle varie entre le patient, le praticien, le chirurgien. Voilà, on n'a pas les mêmes attentes. Et il faut aussi que les attentes soient claires depuis le départ de la prise en charge. Alors, donc, qu'est-ce qu'on appelle un échec de chirurgie bariatrique? Donc ça va dépendre des instances, des sociétés savantes. Tout le monde n'a pas les mêmes définitions de l'échec. Ce n'est pas la même définition de l'échec suivant les différents pays. Et donc, l'HAS, pareil, notre référence, elle a estimé que le pourcentage... Ah oui, excusez-moi, on revient en arrière.
On ne doit pas utiliser ce qu'on faisait avant, le pourcentage de perte d'excès de poids de moins de 50%. Ça ne doit plus être le critère qu'on utilise pour parler d'échec de chirurgie bariatrique. Et donc maintenant, on parle d'échec de chirurgie bariatrique, non pas 1 an, il faut au minimum 2 ans. Donc c'est défini à partir de 2 ans de l'intervention. Pareil, quand je vous mets AE, ça veut dire avis d'expert. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui sont très documentées. Avis d'expert, c'est juste que nous, on en pense. Après, vous avez des preuves plus importantes avec des choses prospectives, rétrospectives, etc. Mais c'est juste un avis d'expert. Donc, c'est défini par une perte de poids totale inférieure à 10% ou un patient qui a perdu et qui a repris un peu, mais au final, on se retrouve avec une reprise de poids aboutissant à une perte de poids totale inférieure à 10%. Donc, on retient ce critère de 10%. Mais on parle aussi d'échec si on a une absence d'amélioration ou une réaggravation sévère d'une comorbidité ayant motivé la chirurgie. Donc, un patient qui, par exemple, on avait voulu l'opérer d'une chirurgie pour à la fois le poids et pour traiter son diabète, il a toujours son diabète, on peut parler d'échec. Et à ce moment-là, si on parle d'échec, on peut aussi se poser la question d'une réintervention. Et là, on est dans les critères éventuels. Alors, juste pour la formule qu'on utilise, le pourcentage de perte de poids total, on prend un poids initial, on enlève le poids post-op et on divise par le poids initial. Donc l'exemple, c'était 140 kg avant la chirurgie, on se retrouve à 130 kg, on a perdu 10 kg, donc la perte de poids totale, on a perdu 7% de son poids. Voilà. Donc là, le patient qui est passé de 140 à 130, il est à 7%, il est en échec de sa chirurgie bariatrique ou de son traitement médical ou autre, ou de sa prise en charge multidisciplinaire. Alors, juste, il faut quand même savoir qu'on a souvent une reprise de poids. On a en général une reprise de poids de 10% du poids total perdu entre 2 et 5 ans. C'est quelque chose d'habituel après chirurgie bariatrique, ça vous l'avez tous, cette petite descente. On a un poids le plus bas, le nadir, et après, on remonte un tout petit peu. Ça, c'est logique. Et cette reprise de poids, elle doit être aux environs de 10%. Voilà. Après. Alors, nous, on est un peu embêtés souvent en tant que chirurgien, parce que tout le monde n'a pas été carré dans les indications au départ. Et on se retrouve embêté régulièrement parce qu'on a une complication médicale de type reflux alors qu'un IMC n'était pas conforme. Ça, c'est ce que je voulais dire. On a des patients qui ont été opérés dans d'autres centres qui arrivent. On ne sait pas quoi leur proposer parce qu'ils n'auraient jamais dû être opérés. Honnêtement, la taille n'était pas la bonne. Le poids, il y a eu un petit truc, une petite entourloupe. La perte pondérale est insuffisante alors que l'IMC initial n'était pas conforme. Et ça nous arrive de temps en temps. On est en RCP et on ne sait pas quoi proposer à un patient. Est-ce qu'on continue ce qui a été fait au départ? Est-ce qu'on y va? Le patient, il ne doit peut-être pas être pénalisé. Voilà, donc ça, c'est pas simple toujours pour nous. Alors, juste l'orientation, pareil, si vous voulez, mais ça, c'est accessible, hein, c'est l'HAS, c'est la recommandation 159. Donc, chez un patient qui a une chirurgie bariatrique considérée en échec de la chirurgie, il est recommandé de prendre en compte les points suivants avec une approche multidisciplinaire coordonnée par un médecin nutritionniste. C'est-à-dire que quand on est en échec, mais c'est ce qu'on fait au départ, hein, il faut reprendre l'éducation thérapeutique, revoir l'histoire pondérale. Si jamais on va essayer de chercher les quelques variants qui font penser à une obésité génétique, on n'a pas fait obligatoirement, sachant que c'est quand même 1 ou 2%. Donc voilà, la génétique, c'est bien, mais pour l'instant, on aura peut-être d'autres formes, mais c'est 2%. Hein. Rechercher toutes les autres troubles de l'humeur, etc. Discuter d'une éventuelle modification thérapeutique, les différents traitements qui ont pu faire prendre du poids. On avait vu hier dans la journée avec les professionnels tous les traitements à visée psychiatrique. Réaliser le bilan morphologique à la recherche d'une anomalie en rapport avec la chirurgie bariatrique, etc. Donc, voilà. Et donc, si le patient reste dans les critères de l'échec, et c'est là où ça nous intéresse, c'est là où on peut discuter éventuellement d'un traitement médicamenteux de l'obésité, qui est à l'AMM, ou éventuellement discuter d'une chirurgie bariatrique lorsque la personne répond aux indications de la chirurgie bariatrique. Et on est effectivement souvent embêté, c'est pour ça que je pense qu'il faudra qu'on discute après, de ces patients. Est-ce qu'il faut les opérer, pas les opérer? Est-ce que ces patients, il faut faire le suivi? Est-ce que le suivi doit être plus prolongé en cas de reprise chirurgicale? On est déjà en Franche-Comté, ça fait déjà des années, on s'était fixé 1 an de suivi, c'est-à-dire qu'on est plus strict, mais déjà même depuis 25 ans, on a toujours décidé 1 an avant que les recommandations ministérielles nous arrivent. On n'a jamais voulu faire des patients à 6 mois.
Et nos patients, actuellement, on a diminué un peu parce qu'on se rend compte que l'information des patients, le suivi a déjà été fait. Je dirais qu'on est entre 9 et 12 mois de minimum avant une chirurgie, mais on n'est pas à 6 mois. Donc, voilà, donc l'idée, c'est est-ce qu'il faudrait se poser plus long, pas plus long? Et ça, c'est ce qu'on discute en suivi. Donc, juste pour être un peu plus technique, donc réintervention après anneau. Donc ça nous arrivait un peu de moins en moins parce que les anneaux, on en paie de moins en moins et quasiment tous les anneaux, ils ont été ou enlevés ou remis ou réopérés. Donc on peut opérer en 1 ou en 2 temps. Quand on parle de réopération en 1 temps, c'est-à-dire qu'on enlève l'anneau et on fait une autre chirurgie dans le même temps opératoire. Sinon, on peut des fois enlever l'anneau, on attend quelques mois et on refait une chirurgie dans un 2e temps. Après l'ablation d'anneau, il y a plusieurs techniques qui peuvent être faites, dont soit des sleeves, soit des bypass. On peut aller aux dérivations biliopancréatiques, c'est des opérations encore plus lourdes. Habituellement, on recommande plus un bypass qu'une sleeve, mais on est souvent en général sur ablation d'anneau et mise en place d'un bypass. Donc après, on a aussi des interventions qui se font de moins en moins, mais qui se faisaient encore. Notamment dans notre région, on en a un peu plus parce que sur Mâcon, il y a eu beaucoup de gastrectomie verticale calibrée ou l'intervention de Mason qui se fait de moins en moins. Et on a régulièrement des patients qui reviennent avec des effets secondaires ou des reprises de poids après cette intervention, qui était une intervention qui ne se fait plus, mais on a une particularité, je pense, locale qui fait qu'on en a pas mal. Alors là, en général, on fait un bypass en Y. On peut, après les sleeves, discuter d'une nouvelle sleeve. Donc, c'est-à-dire que ça peut se faire techniquement. C'est-à-dire que le patient a une reprise de poids. Aux examens morphologiques, on s'aperçoit qu'il a une dilatation de sa sleeve. On peut discuter de refaire une sleeve. Ça ne marche pas très bien quand ça s'est dilaté une fois. Parce que si ça s'est dilaté une fois, ça se redilatera souvent une 2e fois. On fera éventuellement une nouvelle sleeve s'il y a une malformation technique. C'est-à-dire que si vous avez juste une toute petite portion de la sleeve qui s'est dilatée, ça peut se discuter, mais ce n'est pas quelque chose de classique. Donc la sleeve, c'est juste un petit dessin pour vous rappeler ce que c'est. La sleeve, c'est l'opération où on va laisser qu'un manchon d'estomac. Donc c'est une intervention qui on enlève une portion d'estomac qui part en laboratoire et puis qui est détruite. Et on laisse ce tube d'estomac qui est calibré pour ne pas à la fois se dilater. C'est-à-dire que si vous faites une sleeve trop serrée, vous êtes peut-être plus efficace, mais vous avez plus de sténose. Si vous la faites un peu plus large, vous avez moins de sténose, mais vous avez un peu plus de reprise de poids. Mais ça, c'est le principe d'une sleeve. Ça garde le circuit normal. Et on en a déjà parlé plusieurs fois, les hormones, la gréline, les différentes hormones de la faim. Donc la sleeve, ça c'est classique. On peut convertir notre sleeve en bypass gastrique, juste pour parler du bypass, pour refaire le dessin. Donc l'idée d'un bypass, c'est d'avoir gardé l'estomac en place, mais d'avoir fabriqué une petite poche gastrique. Cette petite poche gastrique qu'on laisse nous permet de garder une espèce d'impression de satiété, c'est-à-dire que l'intestin donne moins l'impression de satiété que l'estomac. Et on pourrait se dire qu'on pourrait l'enlever parce qu'elle est petite, mais on a plus de complications si on faisait une anastomose œso-jéjunale. Et le fait de laisser un petit bout d'estomac fait qu'on fait une anastomose sur des tissus de meilleure qualité pour nous et qui donne quand même un peu de satiété. Et on a donc cette anse alimentaire dont on peut varier les longueurs, c'est-à-dire que c'est là où il y a toutes les discussions. Vous pouvez varier dans les bypass les longueurs d'anse alimentaires, les longueurs d'anse biliopancréatiques. Je vous ai parlé tout à l'heure du reflux. Quand vous avez les interventions pour reflux, il n'y a pas de problème de reprise de poids, cette anse ici, alimentaire, elle peut ne faire que 70 cm. 70 cm, c'est-à-dire que l'acidité d'estomac des restants, elle descend dans votre duodénum et elle ne va pas remonter plus de 70 cm. Donc 70 cm, c'est le minimum qu'il nous faut. Et si par contre on est dans cette situation maintenant d'échec ou de reprise de poids, il faudra faire une opération malabsorptive et c'est là où on va augmenter la longueur de l'anse pour arriver en général à une anse alimentaire comme celle qu'on fait dans un bypass de première intention. Mais on peut aussi jouer sur les anses biliopancréatiques. Alors après, on peut faire des conversions de sleeve en diversion biliodiodénale. Oui, non, oui. Après, donc là, c'est un peu complexe, mais c'est pour vous dire... Pardon, je reviens en arrière. On a plein de possibilités, voilà, donc d'autres interventions. Après, j'ai dit on pourrait faire des endosleeves, c'est-à-dire que l'endosleeve, c'est une technique qui peut être faite de première intention, mais on pourrait imaginer de refermer. Vous avez une sleeve qui a plus distante, vous pourriez refaire. Ça ne se fait pas beaucoup, mais on peut tout imaginer. On peut...
Hop, je l'avais mis 2 fois. On peut discuter de transformer pareil en bipartition gastrique. Je ne vais pas aller trop loin dans les détails, mais c'est pour dire qu'on a plein de solutions. On peut recalibrer le moignon gastrique, c'est-à-dire que quand on a des reprises de poids, on va essayer de se dire, c'est peut-être le petit moignon du haut qui s'est distendu, et on va essayer de le recalibrer pour redonner cette impression de satiété. On peut décider d'allonger l'aisance, c'est-à-dire qu'on va, l'aisance qui était 1,50 m, on va augmenter. On se dit que moins il y a de longueur d'intestin qui absorbe, mieux on aura des résultats. On peut calibrer l'anastomose, c'est-à-dire qu'on va mettre un anneau, cette fois-ci non ajustable, sur notre anastomose du bypass gastrique. Donc, ça fait beaucoup de solutions qu'on pourrait proposer. Donc, le but, là, vous êtes... voilà. On n'est pas avec des professionnels de santé, donc mon but n'était pas de vous expliquer en technique toutes les chirurgies, mais c'est pour vous dire qu'on a plein de solutions qui peuvent être proposées, et le but aujourd'hui, c'est plutôt la discussion de qui c'est qu'on doit opérer, et est-ce qu'il faut les opérer, est-ce qu'il faut les prendre en charge chirurgicalement, est-ce qu'il faut s'orienter vers un nouveau parcours, est-ce qu'il faut faire les traitements. C'est ça le plus intéressant. Nous, chirurgiens, on a des solutions, on peut toujours proposer des solutions, elles marchent ou elles ne marchent pas, mais ce n'est pas, à mon avis, le truc intéressant. Ce qui est intéressant pour nous, c'est cette discussion de qu'est-ce qu'on fait. Donc déjà, comment on décide? On va déjà faire des examens. Les examens, c'est ce que je vous ai déjà dit avant. Quand on a quelqu'un qui a une reprise de poids ou un échec, on fait quelques examens pour voir si ça s'est distendu, s'il y a une œsophagite, s'il y a un reflux acide. Tout ça, ça va nous aider à décider. Si on a une chose simple avec un reflux acide et des ulcères sur l'œsophage, on n'a pas trop de questions à se poser. Et ce qui nous intéresse plus, c'est quand il y a des problèmes carentiels ou quand il y a une reprise de poids et que les examens sont relativement normaux. Donc, en conclusion, je ne sais pas le timing, je pense que je suis bon. En conclusion, la chirurgie de l'obésité, ça marche, ce n'est pas anodin, c'est une bonne indication. Le suivi, c'est la clé du succès. On est parfois amené à faire des réinterventions. Elles doivent être bien encadrées, et c'est là où je pense qu'on a une discussion à faire, et c'est le plus intéressant. C'est est-ce que il faut la place des différentes stratégies, c'est-à-dire que nos nouveaux traitements médicamenteux qui existent, ça peut être vraiment intéressant pour nous parce que est-ce que ce traitement médicamenteux pourrait être un test prédictif, c'est-à-dire qu'avant de réopérer par exemple une reprise de poids, on pourrait peut-être se donner un traitement médical pendant 6 mois et se dire ça a marché, on proposerait aux patients les 2 options, ou alors il continue que le traitement médicamenteux, ou on observerait une chirurgie. Est-ce qu'on fait qu'une chirurgie, etc. Donc là, je pense qu'il y a de la place pour de la discussion. Voilà, j'espère avoir été clair sur... Merci beaucoup. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas rentré vraiment dans la partie très technique, chirurgicale, puisque c'est vraiment du grand public aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, interrogations? Alors, j'ai perdu mes équipes micro. Claudine, je vois. Bonjour Claudine Lang, donc chirurgienne sur Vesoul. Merci de ta présence. Bonjour tout le monde. Quelqu'un d'autre? Oui, en fait, j'ai une question et peut-être presque une remarque. Alors, je suis complètement d'accord avec ton exposé, mais je voudrais dire qu'on n'est quand même pas libre de faire ce qu'on veut en reprise chirurgicale pour le moment. Il y a quand même des codifications et malheureux, enfin, je ne sais pas si c'est heureux ou malheureux, c'est même peut-être heureux. On n'est pas, même si on a un arsenal thérapeutique chirurgical à proposer qui serait adapté à chaque situation après une discussion, elles ne sont pas validées, pas forcément, et pas forcément non plus remboursées par la sécurité sociale, ni codables. Sur le plan purement professionnel, on y est quand même un peu coincé. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors il y a des choses, effectivement, on est très embêté, c'est que, pour donner un exemple, vous faites un reflux, un patient qui était en obésité, vous faites une sleeve, et vous êtes amené à lui faire un reflux, un bypass gastrique. Ça s'appelle un bypass gastrique. Eh bien, nous, on ne peut pas coter un bypass gastrique parce que le patient n'est pas en obésité. On est dans un monde où c'est à l'envers, c'est qu'on se retrouve avec un bypass gastrique qu'on n'a pas le droit de coter par la Sécu. Voilà. Ça n'est pas reconnu comme une chirurgie bariatrique. C'est pas comme une chirurgie bariatrique, alors que le patient était en obésité au départ, on aurait pu lui faire d'emblée, ou etc. Le patient, par exemple, on avait prévu de faire une chirurgie en 2 temps d'emblée, par exemple. On a décidé de faire une sleeve et de faire un bypass gastrique. On fait le 2e temps, le bypass gastrique, alors qu'on l'avait prévu depuis le début. On va nous dire, ah ben non, c'est pas une chirurgie de l'obésité, ça s'appelle une dérivation gastro-jéjunale. On marche sur la tête des fois. Et après, il y a l'autre chose, les autres patients, ce qui m'intéressait plus, c'était les échecs. Oui. On ne fera
fera jamais de chirurgie à quelqu'un qui n'a pas les critères d'une chirurgie bariatrique. C'est-à-dire que pour refaire une chirurgie, il faut que le patient il ait son IMC à plus de 40 ou son IMC à 35 avec comorbidité. Que ça soit bien clair. Mais parce qu'on a des patients qui viennent nous revoir, des fois ils ont repris un tout petit peu, ils n'ont pas le poids qu'il faut. Et voilà. Et c'est là où on se fait des fois, malheureusement, c'est les patients qui connaissent un peu le truc, et on se retrouve avec des patients qui ont repris 5-10 kilos et qui jouent surtout sur le reflux gastro-œsophagien. Puis il y a un certain nombre de techniques que tu as décrites et qui sont très intéressantes, qui sont encore en cours d'évaluation aussi, pour lesquelles on n'a pas forcément assez de recul. Et il y a une part de jeunesse de la chirurgie bariatrique qui fait qu'on est encore en train d'apprendre. On est en train d'apprendre sur les indications, sur le suivi, sur l'intérêt de tout ce cortège de mesures qu'il faut prendre et de modifications de comportement qu'il faut essayer d'obtenir du patient pour qu'il gère son obésité désormais, avec ou sans chirurgie d'ailleurs, et aussi sur nos techniques chirurgicales qui évoluent dans le temps encore maintenant. Ah oui, mais là j'ai fait un dessin, je vous avais mis un dessin de dérivation de diversion gastrique, de bipartition gastrique, voilà. Bipartition gastrique, c'est une technique qu'on a fait à plusieurs reprises parce qu'on est dans un protocole de recherche. C'est une technique qui marche très bien et qui est très intéressante et qui est toujours pas validée et on n'a pas le droit de faire. Et actuellement, la seule indication c'est le switch duodénal en France que plus personne ne fait. C'est-à-dire que tout le monde fait d'autres techniques qui ne sont pas validées par les autorités et on marche à l'envers. C'est-à-dire que sont très en retard. Et donc, on fait tous, dans toute la France, des chirurgies qui ne sont pas validées. Il n'y a personne qui fait un switch duodénal actuellement en France, comme il est recommandé par l'HAS. Tout le monde fait une autre technique sous une forme autre. C'est fou. Et ça, c'est validé par nos autorités scientifiques. Enfin, la SOFCO, les autres machins, personne ne va nous dire de faire un switch duodénal. Mais voilà, on est embêté. C'est-à-dire que là, on a 10 ans de retard. Réglementaire, oui. Non, parce que... Voilà. Vous avez d'autres questions? Oui, du coup, j'avais 2 questions. La première, c'était si vous aviez un petit peu une idée du taux de réussite, taux d'échec après une intervention en chirurgie bariatrique. Et puis la deuxième, c'était un peu pourquoi l'anneau gastrique a été petit à petit abandonné. Qu'est-ce qui a fait que... Alors, le taux de résultat, il va dépendre du temps. À 6 mois, il y a 100% de bons résultats, ou 99, parce que sans ça n'existe pas. Et après, on le perd dans le temps. Et moi, je dis souvent, c'est le suivi et c'est la volonté des patients. C'est que si on ne s'attend que à la chirurgie, on est nul, comme on dit. Ça ne marchera pas. Il faut arriver... Pardon ? Réussir sa chirurgie, c'est changer. C'est changer. Et il faut changer. Et c'est pour ça que c'est important, les équipes, le suivi. Après, moi, je dis souvent à un patient qui ne vient pas nous voir ou qui ne fait pas de suivi, que ce soit le chirurgien, l'endocrino, le psy, il a une reprise à 100%. D'accord ? Donc ça, c'est l'importance. Nous, on aura 100% de bons résultats, mais on ne les a pas dans le temps et ça s'étiole avec le temps. Pourquoi ? Parce que le patient, il part dans la nature et voilà. Il n'a pas compris que c'était quelque chose de chronique. Et la deux... Oui, Claudine. La notion d'échec, c'est pas Il faut juste prendre le micro parce qu'on est sur YouTube. Excuse-moi. Merci. Oui, je voulais aussi dire, quand vous dites le taux de réussite, qu'est-ce que ça veut dire déjà ? C'est ce que je crois que tu es arrivé après, mais j'ai mis une diapo pardon. où j'avais mis qu'est-ce qu'on appelait. Est-ce que c'était le résultat du poids, des comorbidités, qu'on n'avait pas le même bénéfice, le patient et le praticien. C'est-à-dire que nous, des fois, on estime que c'est un bon résultat. Pour le patient, ça ne l'est pas. Et on est même arrivé à dire récemment que le taux de perte d'excès de poids n'est plus un critère. C'est-à-dire qu'il y a le bien-être du patient, ça je pense que c'est fondamental, et il y a aussi parfois un chiffre absolu est une réussite alors qu'il est petit, parce que ça a permis le contrôle des comorbidités. On a parfois des surprises. Il a perdu que 10 kilos, mais il est plus diabétique, il va bien, il bouge, et on a pu l'opérer de sa hanche ou je ne sais pas quoi, et en fait il est toujours obèse, il est peut-être même obèse sévère, mais il se sent bien. Et il faut aussi, je pense, dans l'état d'esprit des gens, s'accepter fait partie du processus. C'est-à-dire s'accepter obèse, c'est pas si simple, mais c'est peut-être nécessaire pour arriver à progresser. C'est ce qu'on dit, mais de toute façon, c'est aussi à nous on change tous les chirurgiens ou les praticiens. On a besoin du poids, on est revenu sur une globalité et plus sur un chiffre parce que effectivement, le chiffre est peut-être pas bon, mais le résultat, il est bon. Ou quelqu'un qui repart dans la... Voilà. Jérôme. Oui, je voudrais juste compléter pour répondre à monsieur. C'est difficile de répondre parce que pour la simple et bonne raison que
Quand on regarde le suivi des patients, à 5 ans, on a 70% de patients qui sont perdus de vue. Donc on a des données sur les 30% qui sont toujours suivis. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, hein, parce que les 70% qu'on a perdus de vue, ils vont certainement très bien et ils ne viennent pas nous voir parce qu'ils n'ont plus besoin de nous. Hein. Mais peut-être qu'ils ont des problèmes et ça on ne le sait pas. Hein. En tout cas au niveau point, on ne sait pas. Nous on a fait un travail en Franche-Comté il y a quelques années dans le cadre d'un travail de nos internes, un travail de thèse. On avait regardé les résultats des chiffres à 10 ans d'une chirurgie bariatrique en Franche-Comté avec nos chirurgiens MacGyver là. Et on avait vu qu'à 10 ans, il y avait à peu près 20% des patients qui avaient repris tout le poids. Il y avait à peu près 20% des patients qui avaient repris plus de la moitié du poids perdu. Et on avait à peu près 50-60% des patients qui maintenaient plus de la moitié du poids perdu. Donc c'était plutôt encourageant. Alors dans les études, ils donnent des résultats, mais c'est des études où les patients sont suivis. Mais ils sont suivis pendant 1 an, 2 ans, et on n'a pas d'études de suivi à très très long cours, à part l'étude suédoise. Mais voilà, donc c'est difficile de répondre à cette question. Et on aimerait bien avoir la réponse d'ailleurs. On aimerait bien. Et alors après, il avait une question sur les anneaux. Les anneaux, on en met moins parce que les résultats ne sont pas les mêmes, parce que la qualité de vie n'est pas la même, parce que, etc. Donc nous, on en met moins, mais il y a des pays où ça se mettra. Hein. Vous avez des pays où ça se fait parce que ça coûte moins cher. Si vous êtes dans certains pays, quand vous payez votre opération, si vous devez payer un anneau à 500 €, ça coûte moins cher qu'une sleeve où il y a 2000 ou 3000 € de clip. Hein. Donc la manière de manger de chaque pays, la manière de manger, ça peut se discuter. Certains pays où... Voilà. Donc c'est pas zéro et on continue à en mettre parce que l'anneau a quelques avantages malgré tout, dont la réversibilité et dont des gens qui ne veulent pas avoir cette mutilation ou qui ne veulent pas qu'on leur enlève un morceau de leur estomac. Donc on a des patients qui veulent cette réversibilité. Donc c'est pas zéro, mais c'était 25 000 il y a quelques années et c'est quelques milliers actuellement. Donc c'est 10 fois moins qu'il y a 15 ans. Mais pas zéro. Et par rapport aux chirurgies actuelles, les gens avaient mal. Hein, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui peuvent témoigner, qui ont peut-être eu un anneau, mais les gens avaient vraiment mal quand ils mangeaient. C'était douloureux, quoi. C'était compliqué. Hein. Disons donc, que ça faisait un peu l'effet entonnoir, en fait. Hein. Voilà. Mais par rapport aux sleeves, aux bypass, qui sont beaucoup plus confortables, du retour des patients, c'est beaucoup plus confortable. Aussi parce que nos chirurgiens ont progressé. Et voilà, techniquement, ils sont à la pointe. Alors, voilà, en 20 ans, vous avez acquis une expérience qui font que même une sleeve, enfin, en tant que médecin, hein, quand je vois ce que font nos chirurgiens, une sleeve il y a 15 ans et une sleeve aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, quoi. Je trouve, hein, il y a une nette amélioration. Un grand progrès, mais c'est normal. Il reste encore une question et on va passer à la suite, si vous en êtes d'accord, hein, pour garder le timing. Oui, bonjour. Alors moi, je représente une association qui s'appelle PES Plume 01. Donc nous, on vient de là. On a quelques adhérents chez nous. Alors, on n'est pas pro-chirurgie de l'obésité. On a quelques adhérents qui se sont fait opérer. Je me suis fait opérer, j'ai un anneau gastrique. On a quelques adhérents qui ont des soucis parce qu'en fait, ils ont l'anneau gastrique et ils doivent changer l'anneau parce que l'anneau, pour certains, ont déjà 14-15 ans. Et ils ne veulent absolument pas de chirurgie comme la sleeve ou le bypass parce que c'est irréversible. Alors ils ont été voir d'autres chirurgiens, on les a accompagnés là-dedans sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, sauf que les chirurgiens ne veulent pas réopérer avec l'anneau. Alors moi, c'est pas un souci, c'est-à-dire que on va rediscuter, mais moi je remets des anneaux, hein. J'en mets 1 ou 2 par an. Mais c'est à peu près à la proportion de ceux qui veulent. Donc si je dois changer un anneau parce qu'il y a une rupture de cathéter et que ça se passe bien, je changerai l'anneau si ça se passe bien. D'accord ? Mais moi, je ne suis pas non plus un pro-chirurgien. Hein. Je mets tout et tous mes patients, je leur parle de ballon intragastrique, je leur parle de traitement médicamenteux. Moi, je ne suis pas un pro-chirurgien. Hein. Mais donc, les anneaux, on continue à mettre. Mais par contre, on va être embêté chez vous par pour changer un anneau, par exemple, parce qu'on dit on ne le change pas pour une durée comme ça. Ça, c'était il y a 20 ans où on changeait les anneaux au bout de 10 ans en disant on fait un changement comme l'huile moteur. Non, un anneau, il reste jusqu'à ce qu'il soit abîmé. Et s'il est abîmé, c'est là où on se retrouve embêté parce qu'il faudrait faire une entente préalable. Et là, la Sécu va nous embêter parce que remettre un anneau à quelqu'un qui a un poids normal, ce n'est pas validé et on ne pourra pas le faire et ça ne sera pas pris en charge.
Alors, pour ma part, j'ai l'anneau gastrique depuis 25 ans. J'ai fait changer l'anneau parce qu'il était pas bon. Donc, au bout de 5 ans, il a été changé. À l'heure actuelle, j'ai repris du poids. Je me fais suivre pas par mon chirurgien parce qu'il y a une partie à la retraite. Mais l'objectif, c'est de pouvoir recommencer à perdre du poids. Et en fait, je parle de mon cas perso. J'ai pas envie d'avoir le bypass ou la sleeve. Moi, c'est un anneau qui m'intéresse. Parce que je me sens plus libre avec l'anneau et que je... Voilà. Mais chacun fait ce qui... Nous, notre philosophie, en tout cas la mienne, c'est on est là pour vous informer. Moi, il y a deux techniques. Tant que vous me demandez pas quelque chose qui est dangereux, qui est fou, ben, je vous accompagne. C'est-à-dire que moi, simplement, je suis là pour vous informer. Je vous dis avantages, inconvénients, et vous choisissez ce que vous faites de votre corps. Si vous voulez prendre un traitement médicamenteux, si vous voulez mettre un anneau, etc., ça se discute à partir du moment où c'est pas déraisonné. Je pense qu'aucun chirurgien ne va choisir la technique pour le patient, sauf s'il a un argument médical. C'est-à-dire que s'il y a une contre-indication, s'il y a une complication de l'anneau, bah, clairement, remettre un anneau, on va vous expliquer pourquoi c'est pas raisonnable. Mais le choix technique, le patient a son mot à dire. On va l'orienter parce qu'on a des connaissances qu'il n'a pas forcément pour lui proposer une technique plutôt qu'une autre. Et on va lui expliquer si son choix est peut-être pas compatible avec la médecine. Mais, et puis, on va aussi lui expliquer que peut-être que refaire la même technique ne va pas donner les mêmes résultats la deuxième fois que la première. Faut vraiment travailler la question, et tout en faisant la préparation qu'on exige, quoi. On ne devrait pas dire que les chirurgiens refusent de poser des anneaux. Ils sont peut-être coincés, ils ne peuvent pas en poser. Merci bien. Merci pour ces moments d'échange. C'est là qu'on voit qu'on a encore pas mal de questions à se poser. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va basculer sur l'insatisfaction corporelle et comment on accompagne l'insatisfaction corporelle chez les personnes en situation d'obésité. Donc, présenté par Duncan Benveniste, qui est diététicien et instructeur de pleine conscience. Il est formateur ingénieur en pédagogie et doctorant. Merci pour ta présence. On va récupérer les micros. On a un qui est là-bas. Parfait. On vous laisse vous installer tranquillement. Et c'est parti pour cette aventure. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc normalement, là, on me voit, pour ceux qui sont sur la vidéo. Et là, on ne me voit plus. On me voit? On ne me voit plus. Bon. Je vais vérifier si ça fonctionne bien, ça. Hop là. Super. Bonjour, bienvenue. Déjà, j'aimerais remercier Amandine pour son invitation. C'est vraiment un honneur pour moi. Ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît, qu'on collabore ensemble. Merci pour ta confiance. Et une thématique qui me tient à cœur, qui est accompagner l'insatisfaction corporelle chez les personnes vivant avec une obésité. Alors c'est une thématique qui est très vaste, très complexe. Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir tout aborder aujourd'hui, mais peut-être quelques pistes et comment je travaille, ou en tout cas un morceau de comment je travaille. Je vais me présenter rapidement. Donc moi je suis diététicien. Voilà, je consulte à Montpellier. J'ai une petite activité de 2 jours par semaine en cabinet et le reste de la semaine, je donne des formations. Donc, je suis plutôt spécialisé autour du rapport au corps, des troubles alimentaires, de l'obésité. Et je me suis formé à des approches psychocorporelles et aussi autour du psychotrauma. Je l'évoque ici, la question du psychotrauma, parce que quand il est question de la relation au corps, du rapport au corps, de l'insatisfaction corporelle, on ne peut pas faire le déni du psychotrauma et de toute la clinique qu'il y a associée au psychotrauma. Je suis aussi ingénieur pédagogique en santé, c'est-à-dire que à partir de besoins d'équipes soignantes qu'il peut y avoir sur le territoire français, je sillonne un peu certains hôpitaux. Et on peut formaliser des protocoles, des techniques, des formations qui favorisent le changement chez leurs patients. Et je suis aussi doctorant en santé publique sur les approches psychocorporelles dans l'obésité, sur une thématique qui me tient à cœur,
c'est sur les compétences perceptives chez les personnes vivant avec une obésité. C'est comment, à partir d'une meilleure connaissance de mes sensations du corps dans le quotidien, et notamment en situation stressante, je peux stimuler mon autonomie. Voilà le pourquoi du comment aussi, j'évoque cette question de l'insatisfaction corporelle. Donc au menu du jour, nous aurons... Oh, il n'y a pas la police d'écriture un peu jolie. L'internalisation de l'insatisfaction corporelle en mise en situation. On fera une expérience concrète sur qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là. En entrée, nous verrons image corporelle, insatisfaction corporelle. C'est quoi ce truc? On aura déjà vu beaucoup de choses dans la mise en situation. En plat de résistance, les liens avec le psychotrauma. Et en dessert, traiter l'insatisfaction corporelle, ou en tout cas quelques pistes, des choses que je peux faire avec les patients. Et je vous propose qu'on puisse rentrer tout de suite dans une mise en situation pour comprendre c'est quoi cette insatisfaction corporelle et cette intériorisation. Je ne vais pas le définir et je vais vous proposer une expérience où on va partir d'une situation assez pratique. Par exemple, imaginez un enfant qui peut être à l'école primaire, adolescent ou même un adulte. Et je vais vous poser une question et je vais vous inviter à répondre à l'oral là tout de suite et je vais le noter sur le paperboard. C'est quoi les styles de remarques humiliantes qu'on peut avoir sur la silhouette ou sur le corps de la personne? Qu'est-ce qu'elle peut entendre, cette personne, cet enfant, personne adulte? C'est quoi les styles de remarques qu'on peut entendre? T'as du ventre. T'as du ventre. T'as du ventre. Je ne vois pas très bien parce que j'ai les projecteurs. Mais là, on ne me voit plus. Mais je vous vois. C'est une alternance. C'est pour quand? C'est pour quand? Il n'y a rien à ma taille dans ce magasin. Les remarques, il n'y a rien à votre taille. Il n'y a rien à votre taille. Il n'y a rien à votre taille. Vous allez casser ma chaise de jardin. Vous allez casser ma chaise de jardin. Et à un enfant, on pourrait dire quoi? Je te donne pas de bonbons, t'es déjà assez gros. T'es moche. Entre eux, ils peuvent se dire t'es moche. Je te donne pas de bonbons. T'es moche. Ok, merci beaucoup. Si je répète l'ensemble, on a t'as du ventre, c'est pour quand, il n'y a rien à votre taille, vous allez casser ma chaise, je te donne pas de bonbons, t'es déjà assez gros, t'es moche. À votre avis, cet enfant qui reçoit ça, ce genre de remarques-là, il se sent comment? C'est quoi les ressentis qu'il a quand il entend ça et il reçoit ça? Rejeté? Honte? Pas comme les autres? Isolement? Isolement. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dit quelque chose. Il peut croire que c'est vrai. C'est vrai pour lui. Incapable? Incapable. On a rejeté, honte, pas comme les autres, isolement, c'est vrai pour lui. Il peut y croire. Incapable. Anormal. Ok. Et imaginez ce petit enfant ou adolescent ou même adulte qui ressent rejeté, honte, pas comme les autres, isolement, la croyance que c'est vrai, incapable, anormal.
Il a quoi comme réaction il pourrait avoir quoi comme réaction autour de notamment l'alimentation, mais pas que l'alimentation? Avis? Mange plus, soit plus du tout, c'est ça? Devenir trop gentil pour se faire aimer. Devenir violent. S'isoler. Donc, mange plus, soit plus du tout. Devenir trop gentil. Donc, j'entends la question aussi de la soumission. Pour se faire aimer. Devenir violent, s'isoler. Est-ce qu'on a fait le tour? Ouais. Ok. Et à votre avis, une personne qui ressent ce type d'émotion de façon chronique, rejeté, honte, et qui a ceci comme réaction dans la soumission, qui mange plus ou plus du tout, qui s'isole, qu'est-ce qu'il peut se raconter dans sa tête? C'est quoi les pensées qu'il peut avoir envers son corps, envers lui-même? Le manque de confiance. Manque de confiance? Mais elle raconte quoi? Elle dit quoi, la pensée? Je suis nul. J'ai pas ma place. J'ai pas ma place. Je vaux rien, oui. Je vaux rien. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Claudine, tu disais quoi? C'est normal qu'on ne m'aime pas. Je suis faible. On m'exclut. Je suis faible. On m'exclut. Donc merci pour vos retours. Manque de confiance, je suis nul, j'ai pas ma place, je ne vaux rien, je ne mérite pas, normal qu'on m'aime pas, je suis faible, on m'exclut. Si on reprend les premières remarques qu'on a pu subir, vous allez casser ma chaise, t'es moche, je te donne pas de bonbons. Ça va beaucoup avec en réaction avec le manque de confiance, je suis nul. Quelque part, c'est un peu comme si on avait internalisé, on avait la croyance comme quoi on était d'accord avec ce qui était dit à l'extérieur de soi. Et ensuite, on se le re-raconte à l'intérieur de soi pour faire valider ces schémas qu'on a entendus à l'extérieur de soi. Ça va? Donc c'était juste un temps assez rapide. Mais là, on a tout, quasiment la présentation. Je pourrais partir maintenant. Mais l'idée, c'est que, on va le voir juste après, que les expériences, les humiliations qu'on peut vivre peuvent nous faire internaliser des choses où on se raconte nous-mêmes « je suis nul, j'y arriverai pas ». Et parfois, à la deuxième personne du singulier, « t'es trop grosse, t'as vu, t'es une grosse vache, t'as vu, ça confirme bien depuis le début ». Hein, moi, ça peut dire des trucs comme ça à l'intérieur de moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça peut dire des trucs comme ça. Et je vous propose qu'on poursuive la présentation qui va mettre en forme théoriquement ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on a déplié ensemble là tout de suite. Déjà, on va se poser sur image corporelle, insatisfaction corporelle, c'est quoi? Partons de la question de l'image corporelle.
c'est la manière, ce que Rosen nous dit, c'est la manière dont chacun se perçoit, s'imagine, se sent et agit par rapport à son propre corps. Se perçoit, s'imagine, se sent et agit. Du coup, on peut retrouver 4 composantes autour de cette image corporelle. La composante, je crois que c'est ça le laser, ouais. La composante perceptuelle, cognitive, affective, comportementale. Ça veut dire quoi tout ça? Perceptuelle, c'est la perception que je vais avoir de mon corps. Ça peut être les sensations de faim, de satiété, les sensations à l'intérieur, la position des muscles et des os dans l'espace. Mais aussi, qu'est-ce que je projette comme idéaux, comme corps idéalisé, comme silhouette idéalisée, en comparatif avec ce que je perçois de mon propre corps. La dimension cognitive, c'est les pensées que j'ai vis-à-vis de mon propre corps. La dimension affective, c'est quand je pense à mon corps, quand je suis connecté à lui, quelle émotion j'ai, quel ressenti j'ai. Est-ce que je me sens plutôt en insécurité ou en sécurité quand il est question de mon corps? La dimension comportementale, est-ce que je suis plutôt dans un surinvestissement de l'apparence, dans vouloir absolument contrôler mon poids, ma silhouette, visualiser mon corps comme un objet à façonner? Ou est-ce que c'est plutôt depuis l'intérieur que je vis ce corps, en prenant du plaisir, en prenant soin de ma santé, etc. Et insatisfaction corporelle, c'est quoi dans tout ça? C'est la valence négative de tout ce qu'on a vu juste avant. Valence négative, c'est-à-dire, je vais le noter juste après, mais d'abord, insatisfaction corporelle, c'est une expérience banale. Tout le monde, plus ou moins dans cette pièce et dans le monde, vit des expériences d'insatisfaction corporelle. L'idée, c'est d'aller voir à quel point ça vient me pourrir la vie ou pas. Est-ce que ça vient m'handicaper dans mon quotidien ou pas? C'est surtout ça. Donc, la valence négative de cette image corporelle, d'un point de vue perceptuel, ce serait un écart important entre la silhouette du corps idéal et le corps que je perçois. Plus l'écart est important, plus l'insatisfaction corporelle est présente. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est surtout à quel point je me sens en insécurité ou en sécurité quand je fais face à cet écart. C'est plus ça que j'observe cliniquement. Cognitif, les pensées dépréciatives liées à son corps. Donc ça serait une dimension de l'insatisfaction corporelle. Sur le plan affectif, je vais me sentir mon corps comme une menace. De la honte. On a tout là. Hein. On a déjà tout dit. Hein. Avant. Honte, etc. Comportemental, est-ce que je vais avoir des évitements plutôt de mon corps en mettant des vêtements plus larges, en ne regardant pas mon corps dans un miroir, etc. Ou je ne vais pas aller à la piscine, je ne vais pas aller à la plage, etc. pour éviter d'exposer mon corps. Ou au contraire, je vais être dans des vérifications très importantes, des contrôles très importants. Je vais me peser plusieurs fois par jour, par moment. Je vais vérifier justement dans le miroir. À l'inverse, ça peut être énormément passer du temps dans le miroir, à toucher, à vérifier, etc. Et dans la question de l'obésité, on a une insatisfaction corporelle qui est bien plus importante que chez les personnes qui ont un IMC normal. Je vais mettre des guillemets à normal. On appelle normopondéré. Alors quel lien on va avoir avec le psychotrauma sur cette question de l'insatisfaction corporelle? De façon très synthétique, voilà, il n'y a pas besoin de tout retenir, on s'en fiche. Hein, c'est juste de retenir ce qui est important pour vous là, dans cette expérience. On va voir ensemble une définition de ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, TSPT. Déjà, le psychotrauma, c'est une blessure psychique pour maintenir la survie. C'est-à-dire que quand je vais être victime ou témoin d'un trauma, d'un événement traumatisant, où je vais avoir un sentiment de mort ou d'effroi, type agression, type attentat, etc., il va y avoir un stress péritraumatique, aigu. Il peut y avoir une mauvaise mise en mémoire du souvenir traumatique.
Et les troubles disparaissent dans les 3 mois ou deviennent chroniques dans à peu près 20% des cas. Et les troubles, c'est des signes de dissociation, qu'on verra juste après. On peut évoquer différents styles de troubles de stress post-traumatique. Le type 1, c'est quand on a vécu des événements isolés, aigus, type attentat, catastrophe naturelle, accident de voiture, et où il y a eu un sentiment de mort. Et ce qui va nous intéresser un peu plus ici, ça va être aussi le trouble de stress post-traumatique complexe, avec des événements répétés dans l'enfance. Les travaux scientifiques nous disent avant 12 ans, où on a subi des humiliations, harcèlements, abus sexuels intrafamiliaux, ça peut être des ambiances incestueuses, ça peut être... voilà. Et ce qui est très intéressant autour du trouble de stress post-traumatique, pour pouvoir diagnostiquer le TSPT complexe, c'est-à-dire ces événements répétés, eh ben, la question de l'image corporelle est centrale. Pourquoi la question de l'insatisfaction corporelle est centrale? Parce que il y a les mêmes items et critères que pour le TSPT classique, et on rajoute en plus ce qu'on appelle la perturbation de l'organisation du soi, c'est-à-dire qu'on a un concept de soi qui va être négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des croyances négatives envers moi-même. Je suis nul, j'y arriverai pas, mon corps n'est pas capable. Et dans la littérature, il parle sur le corps physique, apparence, santé et au niveau conditions physiques. C'est pour diagnostiquer le TSPT complexe. Un autre élément intéressant qui fait le lien entre insatisfaction corporelle et trauma complexe, c'est que dans l'Eating Disorder Inventory 3, donc un questionnaire pour pouvoir diagnostiquer les problématiques de troubles alimentaires, les humiliations amènent l'insatisfaction corporelle, donc possiblement le trauma complexe. Les événements répétés d'humiliation amènent l'insatisfaction corporelle, et l'insatisfaction corporelle préexiste sur les troubles alimentaires. Et il y a une prévalence à 40% de troubles de stress post-traumatique chez les personnes vivant avec une obésité. Donc si la question de l'insécurité est très présente et de la sécurité du coup, ça va être la première étape du traitement, ça va être de créer l'alliance avec la personne. Et j'aime bien donner comme image, créer l'alliance avec le patient, c'est le sol sur lequel on marche. Ce n'est pas les fondations d'une maison, c'est même pour pouvoir juste reprendre le mouvement, c'est le sol sur lequel on marche, c'est la base. Donc ce n'est pas une décoration. Donc créer l'alliance, c'est déjà soulager, former avec le patient une relation thérapeutique qu'il pourra vivre comme un soutien, une base de sécurité, lui permettant d'aborder sa souffrance. Le processus thérapeutique va requérir la provision par le thérapeute d'une base de sécurité suffisamment rassurante pour permettre ensuite l'exploration par le sujet de son monde interne. C'est-à-dire que grâce à cette base de sécurité que vous allez pouvoir créer, cette alliance avec le patient, si jamais vous êtes professionnel de santé, mais vous-même, si vous êtes patient en relation avec un thérapeute, si vous vous sentez en sécurité, vous aurez plus de courage à aller voir votre monde intérieur en faisant une introspection. Et ce n'est pas forcément très confortable d'aller voir le monde intérieur quand on a vécu des choses. Très rapidement, modeling et attachement, ça va dans le même sens. La posture du soignant. En tant que soignant, moi, je représente le soin. Et je représente même le soin par l'alimentation. Donc ça amène un transfert fort pour un patient en souffrance avec son corps et sa santé. Ça active déjà un truc. Il peut déjà arriver un peu avec des signes de réactivation de stress. Oh là là. Et le principe du modeling, l'expression de ces qualités de respect, de douceur, de gentillesse et de compassion à l'égard des participants permet aux participants de développer ces mêmes qualités envers eux-mêmes. C'est-à-dire que si le soignant
à une posture d'ouverture flexible, contenante, sécure. Ça va aider pour le patient de flexibiliser ses représentations autour du soin. Ah, c'est pas ça que le soin. C'est pas que me mettre au régime et faire de l'activité physique. C'est pas que suivre les bons vieux schémas qu'on m'a inculqués. C'est plus vaste. Ça favorise le prendre soin de soi et ça va aider la personne à développer une relation plus sécure avec son corps. La deuxième étape du traitement, psychoéduquer pour ne plus subir et enfin s'approprier. Si on va voir les racines étymologiques de ce que ça veut dire éducation, ça veut dire tirer hors, faire advenir. C'est pas normer, conformer la personne à apprendre telle chose. Au contraire. Donc c'est gagner en pouvoir d'agir. Donc de faire comprendre à la personne ce qui se joue pour elle. Et moi, j'ai conceptualisé un cycle de retraumatisation TCA trauma, mais on s'en fiche de tout retenir le détail. C'est simplement de voir les liens dans ce cycle entre les problématiques alimentaires, qu'on peut retrouver souvent dans la question de l'obésité, et les signes de dissociation, c'est-à-dire les signes de réactivation de stress liés à des traumas qu'on a pu vivre. Donc les traumas qu'on a pu vivre, on l'a vu, si c'est notamment trauma complexe, ça va amener cette image de soi négative, cette insatisfaction corporelle. Moi, quand il y a de l'insatisfaction corporelle, on va sentir de la honte, de l'anxiété, du stress, de la menace. Ça va amener une dissociation du corps. Je vais être coupé de mes perceptions du corps. Et là, on est sur des signes de dissociation, de réactivation de stress. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ça n'a pas été forcément évoqué, mais si, ça a été évoqué sur « j'arrête de manger », par exemple. Il y avait une personne qui a dit en réaction « j'arrête de manger » tout à l'heure, sur les remarques humiliantes. On peut avoir un contrôle impulsif du poids, des émotions, de l'image. Impulsif, ça veut dire que j'ai aucune conscience des conséquences de mon comportement. C'est comme un comportement addictif. Je suis dissocié à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Quand je tombe dans une phase d'amincissement, quand je commence à contrôler, j'ai l'impression de reprendre le pouvoir, j'ai l'impression d'avoir plus de satisfaction à l'intérieur de moi. Je peux même avoir un truc euphorisant, quoi. Je peux même planer, je peux me shooter à ça. Et ça diminue l'insatisfaction corporelle. Et le point commun qu'on a entre ces deux-là, la phase down et la phase un peu up, c'est qu'on est coupé du corps. Les perceptions du corps sont en arrière-plan, elles ne sont même pas prises en compte du tout. Donc cette fameuse restriction cognitive, je vais passer un peu dessus, on s'en fiche. Déconnexion des signaux internes corporels, on n'est pas du tout connecté au corps, comme j'ai dit. Fatigue, dénutrition, baisse du métabolisme de base. Il va y avoir une violation d'abstinence, une mauvaise estime de soi du coup. Je suis nul, j'ai pas réussi à tenir mon régime, etc. Majoration de l'insatisfaction corporelle. Et là, ça réactive à nouveau, du coup, les émotions liées au trauma. Réactivation d'émotions liées au trauma, c'est un signe de dissociation. Et on les a ici. Honte, anxiété, stress, menace. Donc ça peut aller vers du contrôle direct, ou j'y vais encore plus fort, quoi. Foutu pour foutu, il y a des pertes de contrôle impulsives. Je vais avoir une anesthésie émotionnelle qui est un signe assez classique qu'on peut retrouver aussi dans la dissociation, dans la réactivation de stress, dans le psychotrauma. La crise de nourriture va favoriser des effets yo-yo, etc. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on s'en fiche de retenir le détail de ça. C'est que si vous êtes soignant, c'est à co-construire avec le patient, ça, cette expérience-là. De voir. Et ensuite, on voit sur quoi on travaille. Ah oui, peut-être que c'est plus là-dessus qu'il y a quelque chose à travailler, de prendre du recul sur ce qui me trigger, ce qui me met en alerte, etc. Ça va? Dormez pas trop? Ça va? On dort un peu? Non, ça va? Vous pouvez dormir. Troisième étape du traitement, sécuriser et apaiser la relation au corps.
Une fois qu'on a créé une base de sécurité dans la relation, que la personne elle est psycho-éduquée sur les signes, sur comment ça fonctionne pour elle, cette insatisfaction corporelle, et l'impact sur le comportement alimentaire, et on va travailler à développer des ressources à nouveau pour elle. Il y a un des courants thérapeutiques qu'il y a dans le traitement de l'insatisfaction corporelle qui s'appelle la neutralité corporelle. Ça veut dire qu'on va travailler et explorer les fonctions du corps. À quoi il me sert ce corps? Au lieu de rester dans des schémas où je critique en permanence d'un point de vue esthétique mon corps, je vais voir à quoi il me sert. Et il y a un protocole assez classique qu'il peut y avoir, c'est quel ressenti vous pouvez sentir, quel ressenti vous pouvez, quand vous pensez à votre corps là tout de suite. Ensuite, on met de côté, on liste les ressentis. Ici, là, par exemple, on met de côté ces ressentis. Listez qu'est-ce que vous a permis votre corps aujourd'hui. C'est tout simple à faire. On liste tout ce que m'a permis mon corps, se déplacer, se lever, danser, manger, etc. Quelles parties du corps ont été utilisées pour chacune de ces actions? Jambes, bras, tête, un peu tout, élan, etc. En fait, ce qui se passe d'un point de vue cognitif, c'est qu'on va emprunter des chemins cognitifs que le patient a très rarement pris. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des émotions assez surprenantes qui peuvent apparaître pour lui. Et ça peut avoir un effet très soulageant. Ensuite, on fait une visualisation de l'ensemble et on demande quels sont les ressentis à la fin. Mieux, prise de recul, gratitude, etc. Il y a une évolution, une prise de conscience. C'est en formation, ça, que c'est des photos de formation. Et certains disent peut-être refaire l'exercice, c'est facile à refaire avec les patients, etc. Donc la neutralité corporelle, explorer les fonctions du corps. Moi je suis diététicien, donc ça a une vraie cohérence en plus d'aller voir ça avec le patient. Aimer son corps, donc ça c'est aussi un autre courant, mais qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde. Ça peut être parfois un peu brutal de vouloir mettre cette intention d'aimer son corps. Peut-être d'abord commencer par la neutralité corporelle, les fonctions du corps. Mais on peut travailler, notamment, moi je travaille autour de ce qu'on appelle le théâtre de l'opprimé, où on vient incarner les différentes parts un peu difficiles de soi, qu'on a pu voir, je suis nul, etc., machin, mais aussi incarner des ressources, des expériences ressources que j'ai pu avoir dans ma vie. Et on s'affirme face aux parts de nous vraiment difficiles qui disent « t'es nul, t'y arriveras pas », etc. Et on tente de sécuriser et d'apaiser ensuite. Je suis assez synthétique sur la question du théâtre de l'opprimé, on pourra en discuter un peu plus et je fais un atelier tout à l'heure cet après-midi, si jamais vous êtes intéressé. Ensuite, approfondir la sécurité corporelle. Il y a cette idée-là. On va le voir juste après, quel lien on peut faire avec la sécurité corporelle. Le fait de créer l'alliance, de psycho-éduquer, de sentir son corps avec des ressources, de s'affirmer face aux parts dures, de sentir les fonctions du corps, vraiment dans le corps, ça permet de gagner en sécurité déjà. Et on peut faire un autre protocole, où j'ai été supervisé par une psychomotricienne spécialiste des troubles alimentaires là-dessus, et que je propose aussi aux patients. C'est ce qu'on appelle le massage tridimensionnel. Et on vient connecter les os. Connecter les os, c'est tout un processus. Ça dure au moins une demi-heure ce massage. C'est en automassage. On vient connecter les os avec un rythme pour sentir ce qui nous tient. Ensuite, on vient connecter les muscles pour sentir ce qui nous soutient. Et la peau, ce qui protège. Ce qui est en interaction, qui fait la scission de façon poreuse, plus ou moins, entre intérieur et extérieur. Il y a aussi un autre courant que j'aime beaucoup utiliser, qui n'est pas forcément de chercher les fonctions du corps ou de chercher l'amour du corps. C'est simplement incarner ce qui est vivant là, juste être. C'est s'entraîner à être, à reprendre le mouvement de façon très intuitive, de ce qui est vivant en soi, à laisser le corps reprendre le mouvement puis constater. Donc là, par exemple,
Je fais marcher les participants, ils s'arrêtent, ils se recentrent par rapport à une expérience qu'ils viennent de vivre pour voir qu'est-ce que ça amène, justement, comment ça résonne à l'intérieur d'elles, comment ça fait bouger ce qui est vivant à l'intérieur d'elles. Très souvent, dans la question de l'insatisfaction corporelle et du psychotrauma, on peut sentir un vide intérieur. Et l'idée, c'est de remettre du plein, petit à petit, par des expériences collectives notamment. Et je vous propose juste 1 ou 2 minutes, si on peut, prendre un temps ensemble pour justement incarner ce qui est vivant là tout de suite pour vous, si ça vous va. Et l'idée, même si pour les gens dans la vidéo ne vont pas forcément beaucoup me voir, c'est que on puisse juste prendre un temps, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez ne pas faire cette expérience que je vous propose, où on va aller descendre dans le corps et un peu se remémorer, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 30 minutes, 40 minutes qu'on vient de passer ensemble. Ça vous va? Donc si vous préférez garder les yeux ouverts, vous pouvez garder les yeux qui suivent l'arête du nez. Et je vous propose là d'observer là tout de suite, est-ce qu'il y a des sons autour de vous? À l'extérieur de la pièce, à l'intérieur de la pièce? Ah tiens, j'avais pas remarqué qu'il y a le son du projo là, un peu tout le long, ou justement je l'avais beaucoup remarqué, il m'ennuie beaucoup depuis tout à l'heure. Observez la mâchoire, est-ce qu'elle est relâchée ou plutôt serrée? Si vos épaules sont plutôt remontées ou plutôt descendues. Voilà, juste un petit check-up. Est-ce que au niveau de la poitrine, vous sentez que c'est plutôt refermé, recroquevillé, ou est-ce que c'est plutôt ouvert, que ça respire de façon fluide? D'observer au niveau de l'abdomen si vous sentez que ça respire, si je sens avoir envie d'aller aux toilettes, si j'ai faim à cet endroit-là, oh là là, c'est tard là, j'ai faim. De sentir les fesses et les cuisses posées sur votre siège, le dossier, les pieds qu'on peut sentir aussi sur le sol. Et je vous propose de prendre une très grande inspire, une expire toute douce, et de se refaire un peu le film qu'on vient de vivre là à l'instant, durant ces 40 minutes, où j'ai commencé par me présenter, où on a fait cette mise en situation, avec les remarques difficiles qu'on peut entendre sur le corps, que ça peut laisser des traces, qu'on se raconte ensuite à l'intérieur de soi. D'observer dans votre respiration ensuite les liens qu'on a pu faire. Bah, c'est quoi l'image corporelle? C'est quoi l'insatisfaction corporelle? Les liens avec le psychotrauma, ce trauma complexe. Et les approches thérapeutiques, le fait de créer l'alliance, cette sécurité, de psychoéduquer pour ne plus subir. Explorer les fonctions de mon corps, développer de la compassion envers mon corps et approfondir cette sécurité corporelle. Remettre du plein dans ce qui peut être un peu plus vide, en ressenti. Pour arriver là, posé sur ce siège, respirant, et juste d'observer comment ça vit là tout de suite à l'intérieur de vous. Comment ça respire, comment ça bouge. Et peut-être ça donne même envie de quelque chose, ça donne envie peut-être de se lever, de s'étirer, d'aller manger, de se recentrer là tout de suite. Ou tout à fait autre chose. Ou rien de spécial. Et dès que c'est OK pour vous, uniquement dès que c'est OK pour vous, et tout en conservant cette qualité de présence que vous venez de cultiver à l'instant, vous pouvez réouvrir les yeux, revenir à l'environnement sensoriel de la pièce, et on va conclure ensemble
sur le fait de faire un peu ma petite pub des formations que je peux donner, si jamais vous êtes intéressé. Donc moi je donne une formation sur le psychotrauma et les troubles des conduites alimentaires associés avec un ami qui est psychologue et spécialiste du sujet. Voilà, donc il y a du e-learning et du présentiel. Le e-learning c'est plus sur de la théorie, le présentiel c'est plus sur les outils pratiques concrets pour pouvoir mieux diagnostiquer les liens entre dissociation, insatisfaction corporelle et troubles alimentaires. Mais elle est complète, elle est déjà passée en fait. Une formation image corporelle et pleine conscience, accompagner l'insatisfaction corporelle chez les personnes vivant avec une obésité. Donc ça va être la 3e fois que je vais la faire. Qui est une formation où on voit 10 heures de e-learning préparatoire, où on se pose vraiment sur comment diagnostiquer l'insatisfaction corporelle, comment la traiter avec des outils concrets. Et ensuite, on voit 3 jours de présentiel où on s'entraîne avec des outils sur la neutralité corporelle, les fonctions du corps, des outils autour de l'amour pour son corps, la compassion pour soi, et approfondir la sécurité corporelle, notamment sur ce massage tridimensionnel qu'on a pu voir. Et je donne aussi des supervisions en diététique pour les diététiciens qui souhaitent monter en compétence sur certaines choses, s'approprier certaines choses aussi. Merci pour votre attention. Alors Duncan, il faut qu'on se mette dans la lumière pour la chaîne YouTube quand même, parce oui. que je vais vous inviter très rapidement à venir vous installer. Car vous savez qu'à l'association, on a des challenges, on aime sortir un peu de cette zone de confort, cette zone des habitudes, n'est-ce pas Duncan? Venez, installez-vous, parce que c'est une surprise de taille. Elles ont pris du temps pour vous. Elles sont sorties de leur zone des habitudes, de leur zone de confort. Duncan, c'est quand même pas une balance qui va dicter si on est en bonne santé et si on est bien dans notre peau. Tu m'étonnes. Alors, c'est parti pour l'aventure. Je vous présente Nakadance qui vient spécialement pour vous, pour Mentissa Balance. Dis-le-moi, combien cette fois de kilos en trop? Balance-moi ce que je sais déjà au fond de ma peau. Toi qui sais que je m'affame pour un chiffre de larmes qui n'est jamais comme il faut. D'en bas tu me regardes, tu ris de moi, tu me nargues, c'est pas beau. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui pesait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. J'ai maigri, j'ai dit oui ça va, mais ça allait toujours pas. Drôle de vie, on n'est jamais assez bien avec soi. Toi qui es là, qui me parle, qui me juge coupable, qui m'en met plein le dos. D'en bas tu me dévisages, tu voudrais que je reparte avec la peau sur les os. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui
d'être moi. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui m'empêchait d'être belle. Mais plus j'avance dans les âges et plus je me déleste. Ce n'est que mon plumage. Que veux-tu que je laisse? Que veux-tu que je fasse? Ça sera jamais assez. Maintenant quand ça va pas, je me dis que ça va passer. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Bravo! Je crois qu'on peut encore faire une ovation. Bravo! Merci. Merci Nadia, merci les danseuses, parce que c'était un challenge de courte durée. Elles se sont adaptées sur une petite scène. Du plus profond de mon cœur, merci d'avoir joué ce challenge-là. J'espère que pour vous, le message, il est passé. Aimons-nous avec nos défauts, nos qualités surtout. Et que merci à aussi Élise qui fait partie de la troupe. Et merci à vous pour cette ovation, parce que je peux vous dire qu'elles y ont mis du cœur. Merci. Allez, maintenant on va aller se restaurer, on a une pause d'1 heure et après on se retrouve et on va parler d'addictologie avec un témoignage et on va suivre la route de la plénière. N'hésitez pas, il y a des ateliers qu'on vous propose et vous pouvez en bénéficier. Et bien sûr, vous avez le réseau obésité et les laboratoires qui vous attendent au-dessus. Bon appétit! Très bien. Merci. On s'est déjà vu. Oui, oui, oui. En 2022. On avait fait un truc à Dijon. Oui. En 2019. Oui, avec l'association des diététiciennes. C'est ça. 2019. Ouais, c'était l'année avant. Ouais, c'est ça. Tout à fait. C'était très bien. Oui, bah, bien sûr. Tu intervenais sur l'hypnose. Ouais, c'est ça. Je pratique toujours et après je me suis formé en PNL en fait. J'ai fait tout le cursus PNL qui me donne plus de billes que l'hypnose. Après l'hypnose, c'est plus l'outil pour traiter, mais la PNL elle permet de... On m'a dit de te dire que tu avais oublié la tombola. Après moi je suis dans mon... Enfin j'ai retrouvé tous les processus dénivolologiques de la PNL. Ah, mais ça, c'est Jeanne qui adore. Ça c'est quelque chose. Merci. Et voilà, nous on se bat dans nos structures de soins pour avoir des psychomotriciens, pour avoir des gens qui prennent sur le contrôle. Déjà, 0,1 TP pour le psyché dans mon énergie. Ça va faire un psychologue. Ah oui, d'accord, oui. Psychologue. Je parle pas du reste. On n'a pas de kiné. On refuse de nous payer déjà pas. Moi j'ai demandé minimum un psychomotricien ou psychologue ou quelqu'un compétent sur les mâches corporelles. J'avais besoin que ça marche.